Le balado des ficelles est disponible partout depuis 7 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Oui, puis il y a plusieurs paliers disponibles pour correspondre un peu à tous les portefeuilles. Fait qu'on vous donne rendez-vous au patreon.com/ficelle pour voir lequel vous correspond le mieux. Merci! Merci! Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Toto Tatatum, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on veut vous présenter le Incognito. C'est un stimulateur unisexe en silicone de grade médical, rien de moins, pouvant être porté par voie anale ou encore par voie vaginale et en tant que stimulateur de point G. Ce mignon petit accessoire détient un grand pouvoir de plaisir et plaira à tous. Grâce à sa télécommande sans fil qui se place confortablement dans le creux de votre main et de celle de votre partenaire, vous pourrez le laisser en place une fois bien installé et naviguer parmi ses 10 fonctions de vibration en appuyant que sur un seul bouton. Oh mon Dieu, ça fait du bruit quand même, hein? Oui. C'est tout petit pour faire autant de bruit. En tout cas, les utilisateurs et utilisatrices de l'Incognito témoignent de sa polyvalence dans les commentaires. Satisfait, nous dit Rikaël. Étant un homme 100% confortable, on sent bien les modes de vibration, super subtil et je suis super satisfait. Bien, nous dit Vivi. J'aime beaucoup. Pour le moment, je l'utilise seule, mais là, j'ai trop hâte d'avoir un partenaire pour l'utiliser. Alors, Emna, dis-moi, si le Incognito était un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? Alors, j'ai décidé d'attribuer l'Incognito à Maxime. Monsieur Tartare aussi, communément appelé. C'est parce que comme lui, il est discret. On voit pas beaucoup Maxime à l'écran. Hein. Tout comme l'Incognito, il peut se faufiler. Et comme le jouet est unisexe, je trouvais que ça fitait bien parce que Maxime est aussi, a l'air d'être apprécié par tous. On voit Maxime bien s'entendre avec les garçons, les valider, les encourager à être à leur écoute. Pas de red flag apparent. Non. Pour le moment. The bar is on the floor, on le rappelle. Et du côté des filles, bon, c'est pas le nom qui ressort le plus souvent, mais elle semble bien l'aimer tout de même. Il est aussi, comme l'Incognito, de taille discrète et silencieux. Et résistant aux éclaboussures. Ce qui devrait aider Maxime, parce que ça pourrait revoler s'il décide de former un autre triangle amoureux en s'immisçant entre Maude et Mamadou. Qui sait? Wow! Merci! Et merci encore, Eros et compagnie, de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code promo ficelle15, tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Merci. Merci! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 16 octobre 2024, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Mexique. Nous sommes présentement au studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. Bonjour. Malia Kunku. Bonjour. Et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double en vous parlant du chasseur-cueilleur, des vrais hommes et des personnages qu'on aime détester. Bonjour Emna! Allô! Bonjour Malia! Bonjour. Ah, merci vraiment d'être ici. Tout est vraiment dans tout cette semaine parce que, on a comme décidé de demander à Malia si tu connaissais OD à cause de l'article sur les hicks que tu as écrit. Sur les fameux hicks. Sur les fameux hicks que j'ai utilisés dans ma chronique de la semaine dernière. Puis là, on était comme, hey, elle a l'air cool, la journaliste. Peut-être qu'elle écoute OD, peut-être qu'elle voudrait venir officiel. Puis là, tu écoutes OD et tu es officiel. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, ça me fait très plaisir d'être là. Mais oui. Puis pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Malia est journaliste et chroniqueuse multiplateforme qui traite de sujets de société, de culture web et d'identité, autant à l'écrit, au micro qu'à l'écran. Elle travaille principalement pour le média Urbania, justement, où elle rédige des articles et produit des vidéos dans lesquelles elle analyse des sujets d'actualité parfois passés sous le radar du grand public. Et tu as même gagné un Gémeaux cette année! Oui, Wow! Merci beaucoup, merci. Avant qu'on passe aux faits saillants, et Dieu seul sait qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, est-ce que tu veux nous parler de ton rapport à OD? Mon rapport à OD. En fait, pour le petit contexte, enfin, gros contexte quand même, je suis venue ici au Québec en 2019 et on va dire que OD, ça a été... Une porte d'entrée. Ouais, c'est ça, mais la plus grosse porte d'entrée
au vu de c'est ça, la culture québécoise. Puis J'imagine. mais vraiment, mais dans le sens même de m'habituer au débit de parole, m'habituer aux expressions, m'habituer aussi à la manière dont on doit placer ces expressions dans la phrase. Comme vraiment, c'est des choses toutes bêtes comme ça, mais ça m'a vraiment aidé à m'immerger. Puis aussi dans le côté culturel, en fait, le côté rapport à l'autre, comment est-ce que c'est tout bête encore une fois, mais comment est-ce que les gens dialoguent les uns avec les autres? Parce que, mine de rien, souvent on se dit c'est la même langue d'un côté de l'Atlantique et de l'autre. Mais oui et non, parce que il y a une différente façon il y a un différent rapport à l'autre, une différente façon de s'exprimer. Puis comme, on dirait que dans ma tête, il me fallait un petit moment d'adaptation pour comme... avoir comme mon côté français puis mon côté québécois, puis comme faire des liens entre les deux, me dire ok, c'est bon, on est en business. Puis vraiment, ça m'a aidé juste d'être devant des épisodes de D, puis comme vraiment de m'imprégner. Et en plus, il me semble que l'année où je me suis vraiment vraiment intéressée à OD, c'est l'année où il y avait le scandale, je sais pas pourquoi je fais des guillemets, le scandale le scandale, pas de guillemets. C'est ça, le scandale d'intimidation. OK. Ouais. Donc c'était le sujet de l'heure et à raison. et ce que je trouvais intéressant, c'est que avec je sais pas si je parle trop, n'hésitez pas. Jamais. Jamais. Bon. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'étais comme habituée aux téléréalités françaises où vraiment avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment... quelquefois, c'est too much. Quelquefois, c'est de l'intimidation, en fait. C'est des gestes qui sont normalisés, puis avec le recul et avec littéralement le recul géographique, puis comme le recul culturel, je me rends compte que certaines choses qu'on prenait juste comme du divertissement, c'était pas forcément du divertissement, c'était comme quelqu'un souffrait en fait. Ah ouais. Puis fait que des trucs comme le scandale d'intimidation à OD auraient passé crème dans d'autres téléréalités en France. Les intimidateurs, je pense, je suis même sûre, auraient été célébrés presque pour leur côté stratège, pour le fait qu'ils aient... il me semble qu'ils avaient éliminé la blonde de Jonathan, puis comme de telle sorte à ce que Jonathan... Comme ils l'ont isolé, d'abord ils l'ont isolé comme dans la maison, puis comme ils l'ont isolé de façon romantique, puis ils ont vraiment fait un plan... C'est ça aurait été valorisé, comme on les aurait vus comme des personnes qui sont des fins stratèges. Alors que c'est de la méchanceté. Donc, ça aussi, ça a mis les choses en perspective. Je me suis fait une petite introspection de ce que je voyais juste comme du drama. Je me suis dit, peut-être pas. Donc, c'est ça. Mon rapport à OD est très, très, très porte d'entrée, en fait. Pour moi, c'était de la vulgarisation, en fait. Ben oui, je pense que c'est la première fois qu'on a une invitée comme d'origine française qui a une perspective comme ça sur OD, je crois. Vrai. En 7 ans, quand même, les 7 ans. Une première. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Là, j'invite pas, Emna va faire des bullet points de faits saillants, puis... Allons-y. Tu interviens quand tu veux. Oui. Alors, là, d'habitude, je fais dimanche, puis après ça, je fais la semaine. Mais là, honnêtement, il se passe tellement de choses les dimanches que là, j'abandonne qu'est-ce qui se passe la semaine. Mais la majorité des gens écoutent plus les quotidiennes. Ben, c'est ça. Et même Cléo, là, pour les OG, vous savez de qui on parle, Cléo, elle écoute plus les quotidiennes. C'est ça. Cléo l'écoute plus. Puis de toute façon, si c'est assez important et pertinent, ce qui se passe dans la semaine, ils vont en reparler, ça revient le dimanche. Tout ce qui est spicy est mis dans le week-end, j'ai l'impression. Mais c'est ça, de toute façon. Alors, ça commence en force. Fred, un des 3 nouveaux candidats, en parlant de Solène, dès le début de l'émission, il dit « Une fille comme ça, je pense pas que ça pourrait être ma blonde, tu sais. Elle est trop intense. Là... Je regarde les ficelles de dans les yeux. Mais en tant que fille intense, je pense qu'Amé aussi a sûrement été qualifiée d'intense dans sa vie. Je pense. J'ai un petit doute. Never let a man tell you are too much, you are not too much, he is just not enough. Voilà. Parce que sur quels critères? Ouais. Ben c'est ça. On sur les juge de cette critères intensité. Lui, il est beige, puis cette fille-là, elle sourit souvent. Tu sais, comme je sais pas. Fait que ça m'a bien titillé. Aussi, Raph, au début de l'épisode de dimanche, qui n'aime pas que Catherine, elle, soit mélangée
2 poids, 2 mesures, much, monsieur. Ben, Je suis mélangée depuis Ouais. 58 épisodes. Ensuite, il y a eu toutes les manières dont Félix a parlé du corps de Solène en voyage. Je les ai notées. Ah. Oh. Tu sais, au début, il disait « On est en maillot, c'est là qu'on peut se regarder dans les yeux. » Oui, bien sûr, Félix, c'est vraiment le bon moment. Si tes yeux sont tes mamelons. Après ça, je pense à l'embrasser parce qu'elle est vraiment attirante, elle est cool. Voir Solène en maillot, c'est comme un gâteau que j'attendais depuis longtemps. C'est un wow. délice. Un Hey, poète. à chaque épisode. un homme compare les femmes à un objet. Et c'est souvent Félix. Oui, aussi. c'est souvent C'est Félix. souvent Félix. C'était Bilal, mais là, on va Ouais. avoir une petite paix maintenant. Mais... C'est vrai. À son retour dans les maisons des gars, Alex lui a fait remarquer à Félix qu'il avait un vieux sourire fendu jusqu'aux lèvres. On y était presque. Les expressions cette année, c'est pas facile. Non, Pépite, c'est-tu OD Pépite qui fait des... Ah, c'est possible, ouais. Sur Instagram. je Ouais, conseille les cette page. expressions, c'est pas leur fort cette année. Mais bon, je reviens à Félix parce qu'il y en a d'autres. En parlant de Solène toujours, c'est une bombe. Calissement en shape, des belles jambes athlétiques. Physiquement, elle est belle. En maillot, elle est vraiment, vraiment belle. Elle pèse 122 livres puis elle bench 125. Oh, wow. Oui, Ça, c'est rare, impressionnant. ça. C'est rare, ça, une Pour fille une qui bench fille, son poids. il a dit pour une Il y a fille. combien de qualificatifs dans cette liste? Est-ce qu'ils ont C'est été même comptés? pas fini. C'est Oh. surtout que elle avait la plus belle robe. Encore! Parce qu'on se rappelle que Félix a éliminé Melex sous Oui. prétexte qu'elle avait pas une belle robe, c'était ça? Non, c'est la fille d'avant. Non? Hey, je sais plus. C'était-tu Je Ah me non, rappelle Stéphanie, plus du prénom. parce je que peux pas Mélec vous avait aider. une plus belle robe. Oui, c'est Mm. ça. Fait que bon, là c'est rendu Solène qui a la plus belle robe, alors on lui donne. Plus tôt dans la semaine aussi, il avait dit, quand il a appris qu'il allait partir en voyage avec Solène, avoir toutes les pommes vertes. Fait que tu vas voir laquelle est la plus verte. C'est pas une expression, ça! Mais Félix a ses propres expressions et son propre monde, n'est-ce pas? Aussi, il a dit « Le diable est venu me tenter. » Le diable étant Solène en maillot. Et Catherine F. est le chemin du catholicisme duquel Ah, Solène mon le Dieu, fait oui, j'ai- dévier. Mais il y a beaucoup de symbolique, parce que pomme, Mais la semaine passée, Diable, Katef était une tentation, sorcière aussi, la là. pomme. Oui, La c'est vrai. pomme, bah Je oui. sais pas, quelque La chose tentation. c'est peut-être un ultime. poète qu'on ne comprend Oui, pas. c'est ça. Quelqu'un qui a Ouais, été t'as élevé compris. rigidement dans la religion catholique parce que la pomme... Ou, comme on le dit souvent, allegedly, neurospicy, Félix. Oui, peut-être. On pense que Neurospicy. c'est- Mais tu sais, c'est drôle parce que c'est la une semaine passée, 4F, c'était la sorcière la sorcière. mystérieuse. Puis Oui. là, Solène, c'est le diable. Oui, c'est ça. J'étais comme si tu C'est dis dur que à suivre. Catherine F. est la sainte catholique. Mon Dieu, je sais pas. T'as oublié c'était qui Catherine F. là, parce Ouais, que je pense c'est pas ça. qu'on peut qualifier. Il aime bien Catherine les F. symboliques. Je pense que ça l'aide à bien catégoriser les candidats, puis c'est comme ça. pour mieux les choisir. Ouais, je sais. pense aussi. Il parlait du fait aussi qu'il se sentait mal pour Catherine F. à un moment donné, parce que bon, il était pas sûr, il hésitait, il voulait pas que ça languisse trop. Mais qu'après tout, il est venu à OD pas pour arroser des plantes, petite flèche à Carl, mais bien pour apprendre à connaître une couple de filles. Fait que you do you boo, Mais en let's même go, temps, Félix. il a raison. Il a tu sais, raison. Il a raison. là. Principe. Il a Mais raison. moi, je comprends pas dans quel univers on peut choisir Solène over Catherine F. Mais en tout cas, ça, c'est juste moi, là. Mais... Je sais pas. À un moment donné, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit le désir... Parce que, tu sais, il y avait un Il y a beaucoup de radar de graphiques. hein, Oui, il y a des graphiques au cotes, des montage. scores, c'est ça. Un score qu'il a donné. Puis là, il dit qu'il était 50-50 parce que Catherine F, c'est le désir. Et Solène, c'était quoi? C'était la compatibilité. Ah oui, je sais. Ben, en tout cas, en Félix, là, lui, puis son monde à lui. Ça reste celui qu'on aime le plus, étonnamment. Oui, Comme de notre mais côté, tu sais- parmi les gars, parmi les anciens. Toi, non? Ben, je l'aime bien, mais peut-être qu'on va y revenir après, mais C'est un personnage. c'est un personnage, mais j'avoue que instinctivement, je vais tout de suite m'intéresser à la personne qui est la plus détestable. Mais même pas, je vais pas forcément l'apprécier, mais je vais juste la regarder. OK. Allez. Oui, c'est ça. Ça va être C'est le ça. sujet de ta chronique Ouais. plus tard. Ouais. Fait qu'on va laisser C'est ça. on va laisser le J'en ai suspense pour parlé plus plus tôt. tard. Ouais. Et au sujet de ça, là, du fait que Félix se sentait mal pour Catherine F, Mamadou lui a dit... Tu sais, Catherine F, c'est une maman. Elle en a vu des bonnes puis des pas mûres. Oh. C'est vrai, ils ont vraiment pas le tour avec Les les pommes proverbes encore. cette année. On point. Sinon, il y a quelque chose aussi qui m'a gossée.
dans les maisons cette semaine. Et depuis un peu le début de l'aventure, c'est la misogynie internalisée chez les filles. Ça gosse toujours un peu, mais là, je trouvais que c'était plus évident cette semaine, surtout avec toute la saga, bon, triangle amoureux, Catherine L, Raph, et toutes les filles sur lesquelles Raph a trippé, mais là, en l'occurrence, c'était Fanny. Tu sais, pour moi, l'expérience OD, en général, il y a deux extrêmes. Là. Soit tu as l'expérience de Fanny, qui est à un extrême, là, qui essuie malheureusement échec après échec. Ou à l'autre extrême, tu as le Vincent Lara de l'année dernière, ou bien Claudia Jimmy d'il y a quelques années, au Foufouf, on se rappelle. Moi, on dirait que je veux pas, ça me tente pas. Plus tard. Qui se case au jour 1 puis qui vogue sur un long fleuve tranquille et plate jusqu'à la finale. Mais en général, les candidates se situent à peu près au milieu de ça. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Puis j'ai l'impression que Catherine, elle savait pas trop dans quoi elle s'embarquait. Ben, tu sais, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont comme juste chanceux de se retrouver dans la situation Vincent, Lara, Alexa, Christina, whatever. Mais puis peut-être que Catherine, elle espérait que ça soit ça qui arrive. Je comprends. Mais c'est pas ça, OD, là. Non. OD, il y a des petits rebondissements. Puis aussi, je suis tannée qu'on blâme les autres femmes quand le dénominateur commun de nos soucis, c'est un homme. Okay? J'ai trouvé ça vraiment dur, moi, cette semaine, les affaires de clics de Mean Girls et tout. Là, je me disais, quand ils vont voir les épisodes, là, je suis pas certaine qu'ils vont trouver qu'ils avaient la bonne attitude. Parce qu'honnêtement... les clans, le parlage dans le dos... Finalement... vas-y. Dans le sens que je pense pas vraiment que les trois filles qui étaient le vote du public là, initial étaient tant que ça dans le tort. Mais les filles de l'autre maison insistent beaucoup sur ça. Nous autres, on n'est peut-être pas des votes du public, mais... Alors que j'ai l'impression que c'est jamais mentionné par ces trois filles-là. En tout cas, au montage, c'est pas mentionné. Non, c'est ça. Ils pas les bretelles du tout avec le fait qu'ils ont été choisis. Là. Mais moi, je me demande justement quel rôle a le montage par rapport à ce qu'on voit. Parce que, et là, peut-être que je sors de OD, mais souvent, ce qui se dit après, la manière dont les candidats qui, justement, sont critiqués par le public, du fait de ce qu'on voit d'eux à l'écran, comme la manière dont ils se défendent, c'est c'est du montage, c'est la prod qui voulait que j'agisse comme ça, qui voulait que je réponde à cet archétype, ce stéréotype. Donc j'ai quand même l'impression que pas pour les excuser ou quoi que ce soit, mais je me demande quel rôle a la prod et le montage dans ce genre de situation-là. Ben clairement, ils ont un rôle. S'ils n'avaient pas montré les images dans cet ordre-là, de comme telle fille qui parle dans le dos, de telle fille qui dit « oh non », c'est sûr qu'ils ont un impact sur comment on va analyser l'émission après. Moi, j'ai gobé la narrative parce que je suis dans l'incompréhension devant ma TV. Là. C'est parce qu'on ne connaît pas la vérité de toute façon. C'est ça, parce que là, moi, je vois... Tu sais, ce qu'on entend ne fit pas avec ce que nous, on voit. Oui, c'est ça. Comme les 6 filles sont tellement plus méchantes que les 3 autres. Puis c'est comme, voyons, tu sais, Catherine F, même à la fin, je sais pas si tu allais en parler, mais elle est allée comme mettre les points sur les i, puis faire comme, hey, toute la semaine, vous avez chialé quand Fanny faisait presque rien. Puis là, toi, tu te permets ton épanchement devant tout le monde. Ça aurait jamais passé si nous, on avait fait ça. Puis j'étais comme... Oui, vraiment. Girl, comme merci. Genre, mais après ça, c'est dur de croire que c'est les 3 filles qui sont la clique des méchants. C'est parce que Catherine F, puis on en parlait cette semaine, parce que Catherine F, c'est une de nos préférées. Moi aussi, c'est notre top c'est notre préférée, mais je trouve qu'elle a des petits élans d'anti-féminisme, anti-sororité des fois, de genre, j'aimais mieux la maison des garçons, j'aimais mieux, c'était moins compliqué. Fait que tu sais ça, je suis comme, non, Catherine. Fait que good on her d'avoir... Là, on sait pas combien de jours ça a duré, moi, je peux juste m'imaginer que, mettons que c'est vrai que les 6 filles sont des bébés lala, quand toi, t'as 2 enfants à la maison, tu chicanes peut-être moins que ces filles-là. Comme t'arrives à un point où t'es comme, j'étais mieux de cuisiner pour les gars que de... Oui, ben c'est pour ça que je suis contente qu'elle ait, en tout cas, que c'est tant mieux si c'est elle, en plus, qui est allée confronter Catherine L. Puis Catherine L, en tout cas, selon le montage, toujours, a eu l'air très compréhensive, puis de pas du tout avoir résisté à cette critique-là. Puis d'avoir fait, hey, c'est vrai que je suis pas fière de moi. Puis tant mieux. Parce que c'est ça, les amis, en la communication. La grande clé du succès. On répétera jamais assez. Finalement, Raph a fait son choix. Il a choisi celle qui l'a choisi, lui. Il a choisi Catherine L, donc, et l'a annoncé à Fanny. Fanny, qui depuis quelques jours commençait à voir Raph et son man bun différemment. Je sais pas quelles lunettes elle a enlevées ou portées, mais on est content finalement que ça se soit pas passé. On n'a jamais reçu de candidate à d'OD officiel, mais comme moi, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête de Fanny. Tu sais, elle dit qu'elle faisait des mauvais choix avec Bilal, puis qu'il y a 2 ans, elle serait allée vers Bilal. Puis là, j'étais comme, mais dans quel univers Raph
c'est pas aussi un mauvais choix. Oui, ben c'est J'étais ça. comme, voyons, ma Et par chum, rapport à comme... Bilal, tu le situerais où comme Ah, pas loin, hein. pas loin? Mais Bilal, c'est l'ultime red flag. Oui, Bilal, c'est l'ultime red flag, mais... Mais Raph, il est pas loin. Il est très, très proche. Mais puis pour moi, ils sont dans la Alexa- même catégorie de Ok. genre, va pas là, ma chum. Là, Puis comme- son autre gars, c'était Alexa. Puis Alexa, on le sait pas dans la vraie vie, il est comment, parce que, en tout cas, à l'écran, il a l'air très correct. Mais nous, vu qu'on a stalké son profil Ouais. Instagram puis qu'on sait qu'il suit Vous Pierre savez, Polièvre, Ouais. on a Il peur suit un une page petit peu. qui s'appelle C'était quoi? Slightly Racist Videos. Puis, tu sais, spoiler Ça alert, dit les son vidéos nom. ne sont pas slightly racistes, ils sont carrément racistes. là. C'est des Ah, vidéos complètement wow. racistes. Fait que, tu sais, C'est- on a une image du gars qui est Ouais. peut-être pas aussi bien. Mais donc, c'est un peu un 0 en 3 en Fanny. Pour Fanny, sans jugement, oui. tu sais, fait que, En même voilà. temps, elle fait avec ce qu'elle a, là, dans le sens qu'il y a un bassin de gars qui sont Ouais. présentés à elle. Fait qu'après ça, tu Moi, oui. tentes de te mener là-dedans, mais comme. Oui, mais c'est pour ça que moi, dans le fil de discussion qu'on fait à tous les dimanches sur la page Facebook des ficelles, j'ai mentionné, hey, pensez-vous que Fanny va quitter de son propre chef cette semaine? Elle l'a pas fait, ou en tout cas pas dimanche ou pas au moment Il d'enregistrer. y a encore 3 gars, là. Tu sais, je pense Ben, qu'elle se c'est coupait ça. des portes parce qu'elle se coupait des portes. Bon, ça y est, aussi, je les parle. Les Elle se proverbes. fermait des portes parce que. Ouais. Elle est intéressée par Fred. Ouais. Non, Alex. Alex. Pour moi, Je ces sais 3-là plus. sont toutes pareilles dans ma tête. Comme pour moi, ce n'est qu'un seul gars avec une déclination un peu Il y en a différente de qu'un barbe. seul là, comme... qui est venu dans mon appartement. Ça, c'est Alex. Ah, c'est On se quel, rappelle lui? de mon... C'est vrai? C'est Alex, là, celui qui a été tassé par Catherine L. Qui a choisi Raph au Le lieu petit de blond. lui. Ben, ils sont tous un peu des petits blonds. Il y a le grand joueur de Montre-moi les hockey staffiches. italien. Montre-moi les staffiches. OK, mais bref, Alex, c'est celui qui parle C'est en vrai. corpo, là. Qui a déjà mis les fesses Sur mon divan. divan. Oui, tout à fait. En tout cas, ça, c'est une histoire. Peut-on avoir... Oh! Ben, je l'ai raconté un peu la semaine dernière, mais c'est que il datait une fille que je connaissais pendant la pandémie. OK. Et j'ai prêté brièvement mon appartement à cette fille-là pendant la Donc, pandémie. de fil en aiguille. Et donc, C'est ça. Ah, ok, Alex. ok, Alex. c'est ça, le petit blanc. Il est Mais plus lui- blanc que les autres, là. ben je sais pas. Non? Oui, peut-être. Ah. Je sais pas. Mais donc, non, c'est Fred. Le grand joueur de hockey. Non, c'est ça, c'est Fanny, parce que j'ai noté cette semaine que Fanny a dit ouais, moi j'aime ça les joueurs de hockey. Puis j'étais comme non, girl, non, don't go there. Fait que oui. Fait que voilà pour Fanny, qui a aussi fait sa mise au point auprès de Bilal dans la C'est noté. Il y a Oui. un ficello, je pense aussi, qui a dit c'est noté, pas toi, c'est moi. Ça m'a fait bien. C'est sûrement Simon Richard, là, je me sûrement rappelle Simon. pas. Mais on le salue. Encore une fois. Et donc, avant de plonger dans la Sanoté et dans toute la saga Bilal qui quitte, avant qu'on parle de ça, j'aimerais soulever quelque chose. Il y a une ficelloune qui l'a mentionné dans le fil de discussion, puis je trouvais vraiment pertinent de le soulever. Faut faire attention à notre racisme internalisé, la gang, quand on critique, bien qu'avec raison, hein, quand on critique Bilal, Bilal, c'est pas un red flag sur deux pattes parce qu'il est noir. Ah ben non, Hein? Puis Seigneur. Bilal, c'est pas un red flag sur deux pattes parce qu'il est arabe. Bilal, c'est un red flag sur deux pattes parce qu'il est insécure et immature et comme pour la plupart des hommes cis hétéros, il a l'intelligence émotionnelle d'un vieux pot de yogourt moisi. Alors voilà. Fait que juste, tu sais, je sais qu'on on a été socialisés d'une façon, puis la culture pop nous reflète des images pas toujours positives des hommes racisés, fait qu'il faut faire attention avec ça. Mais Bilal, on a le droit, évidemment, de critiquer Mais je veux dire, ses agissements. la meilleure c'est que, tu sais, mettons, Mamadou, je pense pas qu'il se fait... Tu sais, les gens l'aiment beaucoup parce que Oui. c'est un petit monsieur doux et gentil et tout, puis pourtant, il est noir aussi, là. Ouais. On peut voir que, comme, leur blackness peut avoir avec leur red flag, là. Mais En c'est somme, important tu sais, je pense que c'est de- dur à concevoir pour certaines personnes, certainement, mais Oui. comme... tu sais, Mais c'est une bonne chose à préciser ça parce que bon, souvent non, je sais pas, en fait que je backsack des statistiques, je ne les ai pas, mais Mais ça arrive. que dans et encore une fois c'est comme télé-réalité at large, mais ça arrive que les personnes racisées, les candidats racisés qui participent à des émissions de télé-réalité soient plus sévèrement jugés. De par en fait leur côté racisé en fait parce qu'on va les voir sous nos propres sous nos propres biais en fait Exact. et on va pas leur accorder la même légèreté, le même rire, le même côté c'est juste telle personne, c'est ça, la même souplesse dans notre jugement que on va accorder à une autre personne qui serait je sais pas, plus blonde, plus donc c'est une bonne chose à préciser ça. Juste dire que ces actions ne sont pas
elles sont discutables. C'est ça. Mais c'est pas la personne en elle-même, et c'est pas l'identité qui doit faire partie du débat. Mais des fois, on oublie ça parce qu'on est un peu... on est un peu dans une chambre d'écho officielle parce que la majorité des gens qui nous écoutent, ils nous écoutent depuis longtemps, puis ils savent un peu qu'on arrive avec ces critiques-là sans... En tout cas, sans être en ayant déconstruit en écoutant des fausses vidéos dans nos temps c'est ça. Mais je pense que la c'est Ficellune qui le soulevait, elle a sûrement vu des commentaires sur les réseaux sociaux. Non, c'est super pertinent. Moi aussi, j'ai trouvé ça pertinent. Ben, on la salue, c'est une ancienne invitée des Ficelles qui est devenue Ficelle il y a quelques saisons. Ah, ben oui, on la salue. Mais cela dit, Bilal a pull out un Bilal quand même. Dimanche soir, il a décidé de quitter de son propre chef alors que c'est probablement lui que les filles auraient éliminé anyway. Mais je veux dire, c'est ça qu'elles ont dit. Non, elles ont dit genre Bilal s'est auto-éliminé quand on était en train de l'éliminer. Fait que il me semble que ça a été dit. C'est ça, là, ça s'en allait vers ça. Fait que sa mythomanie et son Delulu, on en avait marre, tout le monde, je pense. Mais oui, c'est intéressant. Tu nous le disais un peu hors d'onde, là, Malia, de cette espèce de désir pour lui de sauver la face, de contrôler un peu le narratif. C'est ça, parce que je pense que tout le monde le sentait, puis lui en premier, qu'il allait partir. Donc, je pense qu'il a choisi un peu la porte de sortie la plus noble à ce niveau de l'histoire et à son niveau pour vraiment... En fait, il a choisi de partir selon ses termes. Oui. Ce qui aurait pu être vu comme une décision, encore une fois, digne, si on n'avait pas le contexte de tout ce qu'il avait fait avant, ça. Et c'est ces actions-là qui ont poussé en fait toutes les filles à mettre ton nom en fait et à décider que tu partirais ce jour-là. Donc, je sais pas, je trouvais ça un peu facile, mais je trouvais ça aussi ingénieux, c'est un peu un très grand mot, mais je trouvais ça un peu générale quand même, mais je trouvais ça un peu malin, voilà. Oui, c'est ça, mais c'est aussi que il me semble dans les années précédentes, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, il me semble on laisse quand même soit les filles ou les garçons délibérer à se placer autour de la piscine avec l'enveloppe. Et là, pour un moment dramatique, suspense, après 30 secondes, après la pause, on annonce c'est qui. Puis là, mais il me semble qu'ils font la ça personne juste parle. quand c'est pas la personne dans l'enveloppe qui veut quitter. Comme, tu sais, là, dans le fond, mettons, là. Ah, parce que là, ça aurait été la même personne. Mettons, Emna. Mais là, finalement, c'est Amélie qui dit non, je vais quitter. Mais là, ils vont faire comme. Ils vont dire non, dévoilez pas qui vous vouliez flusher parce que ça leur donne comme plus de jus. Mais quand c'est la même personne, d'après moi, C'est vrai, c'est ça. Mais c'est ça que les Ficellou disaient. Il aurait dû le laisser faire ça. Comme ça, il aurait fait non, je quitte. Puis là, les gens auraient juste dans tous les cas. Ils veulent pas se mouiller de même maintenant parce que je pense pas qu'ils veulent nécessairement qu'ils soient. Je pense qu'ils ont réalisé à quel point il était chaudron, mais ils veulent pas nécessairement qu'il se fasse. Ça sera pas le fun pour lui son retour. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas une grande capacité d'introspection comme on a vu quand il était pas capable de nommer un seul défaut qu'il possédait. Mais peut-être qu'il en aurait eu une si ça s'était passé comme tu l'as énoncé. Ouais. S'il avait dit je quitte, puis si on avait dit non mais attends reste. C'est vrai parce que puis on déballe toutes les enveloppes. Personne lui a dit que c'était lui qui devait sortir dans sa face. Non, mais je veux dire, c'est sûr qu'il. C'est quand même un move pour contrôler la narrative. Oui, c'est très Bilal. Oui, puis plus tôt dans la semaine, pas plutôt dimanche, quand Catherine F l'a confronté sur justement le narratif qu'il racontait à tout le monde que bon là c'est discutable aussi là, c'est lui qui l'a cancel, c'est elle qui l'a cancel en tout cas. Bref, mais Catherine F a pas aimé la façon qu'elle était portrayed auprès des autres gars par lui. Puis il y avait aucune capacité d'écoute là. Comme en 4 secondes, elle lui a dit voyons, t'es vraiment sur la défensive, puis Delulu est un peu menteur qu'il est. Il était comme, ben non, de quoi tu parles? C'est comme une protection. Je crois qu'il pense vraiment qu'il a raison. Oui. Dans le sens que c'est vrai, en fait, que c'est lui qui a abordé la conversation, mais comme, je pense qu'il a oublié le fait que Maud lui a dit, chumé, peut-être, mais pas tous tes œufs dans le même panier avec Catherine. Comme 37 secondes avant qu'il ait dit à Catherine, ouais, finalement, je pensais à Fanny, là, yo, je pense non, mais c'est aussi. Peut-être qu'il est vraiment plus guidé par comme la protection des apparences. Peut-être que c'est vraiment ça qui lui fait peur en premier et qui guide toutes les autres actions qu'on voit dans les épisodes. Probablement. Ficelloune Mel, je pense, Mel qui est à la technique de notre podcast parce que tout est vraiment dans tout. Me semble c'est toi aussi qui a dit qu'elle avait calé qu'à l'heure de vérité, Bilal ne se pointerait pas. Se pointerait pas pour encore une fois peut-être contrôler la narrative parce qu'on l'a vu avant aussi des candidates qui ne se pointent pas à l'heure de vérité pour ne pas avoir à répondre de leurs actes pendant non, il va venir pour essayer de se défendre. Puis il va être complètement de loulou encore. Peut-être.
Fait que voilà pour mon petit tour Parlant de d'horizon. Delulu, Emna a vu sur TikTok Oui. Melex proclamait la Delulu Queen Oui. de OD cette Oh, saison-ci. Fait oui. qu'on a... Tout est vraiment dans tout. Oui, puis tu sais, là, moi, en tout cas, je dis souvent, il n'y a pas grand candidate d'OD que je suis après OD ou pendant non plus, parce que c'est pas des gens de qui je suis particulièrement fan. Là. C'est Ouais. juste des gens que qu'on comme suit moi. pendant la saison. Mais depuis que TikTok existe, là, c'est vraiment mon plaisir coupable d'aller stalker leur Stalker les TikTok anciens, ouais. quand ils viennent juste de sortir puis de voir qu'est-ce qu'ils disent. En fait, j'ai menti, j'en Oui. suis une. J'allais justement dire C'est franchement, Céline là, Filinou. c'est ça. Céline, je la suis. Céline, je la suis. Fait que voilà pour mon tour d'horizon de la semaine. Merci! Merci. Toi, mais c'était quoi ton sujet de la semaine? Mais là, moi, comme à peu près tout le monde, pendant l'épisode de dimanche, j'ai été vraiment agacée par la quantité astronomique de références aux chasseurs-cueilleurs qui revenaient sans arrêt. Bon, là, premièrement, c'était drôle en 2020, le chasseur-cueilleur, la saison de Julie Munger. Je pense que c'est elle qui avait amené le concept à OD dans sa description. Mais là, il me semble que 4 ans plus tard... est ailleurs, là. On est ailleurs, avec des candidates quand même beaucoup plus jeunes. Là. Moi, on aurait pu s'attendre à ce que la métaphore meure de doux feu, que ça les rejoigne plus autant que la cuvée d'OD chez nous il y a 4 ans. Puis je suis sûre qu'on a dû en parler officiel il y a 4 ans. J'ai rien trouvé, mais ça devait déjà nous gosser. Puis ben c'est ça gosse encore, le chasseur-cueilleur. Je peux comprendre l'utilité d'avoir une métaphore pour exprimer quelque chose rapidement à OD. Tu sais, on a vu le gné dans OD Extra. Tu sais, je comprends, là, surtout dans un contexte de télé comme ça, puis ça s'inscrit des fois dans une tradition à OD, qu'on reprenne la même expression année après année. Tu sais, les twists, la bisbille, le papillonnage, c'est une belle expression qui est restée à travers les années. Puis ça date quand même de... Oh oui, OD Grèce, là. Ouais. Fait que oui, des expressions typiques OD. Mais là, chasseur-cueilleur, là... Faudrait en revenir. Faudrait trouver des mots plus justes, plus précis pour exprimer votre pensée, les chums. Puis, je suis sûre que si personne me croit, ben, il doit y avoir un trend sur TikTok qui avance que la communication claire et saine, c'est cool. Je sais pas, là. J'ai découvert TikTok cette année à cause des ficelles. Ouais, j'étais pas bien sur TikTok. Emna est en train de me convertir. Fait que le concept du chasseur-cueilleur, ça provient en fait du mythe comme quoi, dans la période préhistorique et dans les sociétés anciennes, les hommes étaient les chasseurs, donc des providers, et les femmes, les cueilleuses, qui allaient ramasser, c'est ça, les fruits, les légumes et ces choses-là. Ouais. Puis, le concept est donc transposé ici au dating. Fait que c'est évidemment une vision ultra genrée du dating et des rôles que les gens sont supposés avoir selon leur genre. Mais en plus, j'ai découvert que c'est bel et bien seulement qu'un mythe. Ah. J'ai lu un article du magazine français Géo. Peut-être que pour une fois qu'on a une invitée française, là, c'est un genre de National Geographic français. Hein? Bon, qui explique qu'il y a des preuves archéologiques qui ont déjà démenti le mythe du chasseur-cueilleur et qui remettent en question, en fait, tout le paradigme autour de les hommes sont des chasseurs et les femmes sont des cueilleuses. En fait, il y a des femmes qui ont déjà été retrouvées enterrées avec des outils de chasse destinés au gros gibier. Genre en général dans l'histoire du monde. Mais récemment, il y a des recherches là, vraiment récentes. On parle des résultats publiés en 2023 dans une vraie revue, là, dans la revue Plus One, qui est comme une revue réputée pour... la reproductibilité de leurs recherches. Je salue mon prof de recherche en ce moment à l'université qui doit, s'il nous écoute, il doit être fier de moi. J'ai compris, je suis prête pour l'examen demain. Qui ont confirmé que dans de nombreuses cultures, ben, non seulement les femmes sont des adeptes de la chasse, mais qu'en plus, elles semblent user de meilleures stratégies et de plus de flexibilité dans leur technique de chasse que les hommes. T'es-tu en train de me dire que le patriarcat nous a encore floués? Tiens. Quelle surprise. Ben, c'est ça. Puis pour arriver à ces résultats, ils ont vraiment fait comme quelque chose de sérieux. Là. Ils ont fait une espèce de revue de littérature pour recenser toutes les données sur le sujet des femmes et de la chasse pendant les 100 dernières années. Oh, wow. Puis ils en sont arrivés à la conclusion que il y a environ 63 sociétés comme partout sur la planète qui ont été étudiées. Puis dans 79% de ces sociétés-là, il y avait de la documentation faite sur la chasse par les femmes. Mais quels hommes ont enterré ça? Pourquoi? Ben je sais. Mais là, la dame, là, la professeure de biologie, c'est dans le fond, l'autrice principale de la recherche, elle s'appelle Carla Wall-Scheffler. Elle est professeure de biologie à la Seattle Pacific University. Puis là, elle dit dans l'entrevue, on a été surpris par la façon dont la majorité des groupes ont montré des femmes en train de chasser, mais aussi qu'il n'y avait aucun tabou explicite.
contre la chasse dans ces sociétés-là, la chasse des femmes. Puis la chercheuse précise même que, selon ce qu'ils ont trouvé, même une fois que les femmes étaient devenues mères, ça les avait pas empêchées de continuer la chasse et que la garde des enfants n'était pas un obstacle à leur contribution à la chasse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça, notre vie est un mensonge. Mais j'étais comme, pardon? Puis là, les experts, ils disent que dans la grande majorité des récits de chasse des femmes, genre 70% des récits parlent même d'une chasse intentionnelle. Donc, une chasse qui est prévue et planifiée par les femmes. Parce que là, il y a des gens qui disaient, ben là, est-ce que c'est juste une malheureuse rencontre avec un mammouth au détour d'un sentier? Non, là. Fait que là, Clara ou Cara, je sais plus, elle explicite, tous les membres de leur communauté savaient qu'elles iraient chasser et c'était leur travail. Et puis, les femmes ne chassaient pas juste des petits lièvres. Dans les communautés étudiées, par exemple, en Amérique, elles partageaient à égalité les tâches de chasse de gros gibier. Puis, en plus, je pense que c'est peut-être mon bout préféré, les femmes utilisaient des outils différents que les hommes. Donc, les hommes privilégiaient les arcs et les flèches, comme pour chasser. Mais les femmes approchaient la chasse avec une approche plus corporelle, avec des couteaux et des machettes. Ouais. OK. Fait que ces résultats suggèrent finalement que dans de nombreuses sociétés, ben, les femmes sont non seulement des chasseuses qualifiées, mais aussi habiles dans la pratique de la chasse. Autant de preuves qui, selon les auteuristes de l'étude, s'ajoutent à celles, et là on arrive au patriarcat, s'opposant aux perceptions de longue date sur les rôles de genre dans les sociétés, sur la recherche de nourriture. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, là? En fait, là, ça veut dire que le concept de chasseur-cueilleur, ben, c'est de la boîte. Surtout quand on l'applique au dating. Puis, mon chum me faisait remarquer pendant que je préparais ma chronique aujourd'hui que c'est extrêmement problématique de comparer le dating à de la chasse. Mais on dirait ça me semble une évidence, mais ça mérite d'être dit comme explicitement, là, comme... Mais de la même façon dont ça s'avère être un mythe complet, j'ai pas l'impression que chasseur-cueilleur, ce soit... Comme je vois pas dans cette dynamique-là une bonne description de ce qui se passe entre les hommes et les femmes dans l'occupation de Doom, en fait. Ouais. Ben, en fait, ce que les filles disent, c'est que les hommes sont pas trop passifs. des chasseurs. Elles leur reprochent, dans le fond, d'être trop des cueilleurs en ce moment. Parce qu'eux autres, ils pensent que, selon la perception qu'on a eue depuis tellement longtemps, que c'est à l'homme de chasser sa proie. Mais est-ce qu'ils l'ont déjà été? Je pense que c'était ça le fond de ma question, je pense. Cette saison, tu veux dire, ou en général? Ben, cette saison... Non, c'est ça, je pense que c'est ça qu'elle reproche. Pour toute la saison? Ouais, elles disent que c'est la chasseresse. C'est les femmes qui ont dû faire les premiers pas, contrairement à ce que peut-être elles pensent que c'est d'habitude le dating. Mais en fait, même si mettons qu'on se compare à une proie qui attend d'être chassée, là, comme dans le dating, on évacue toute la notion d'agentivité, de consentement, de choix. On se met nous-mêmes dans une posture vraiment passive, dans l'attente qu'un gars mâle et viril décide qu'il nous veut. Et nous, on va en reparler dans ta chronique, Amina, mais comme... Fait que finalement, tu sais, ce que l'étude disait, c'est que finalement, les chasseurs, les hommes qui chassaient, sont historiquement peu imaginatifs et pas aussi impressionnant qu'on aurait pu le croire précédemment avec la nouvelle littérature. Ça, je trouve ça fait avec le dating. Ben, c'est ça. Fait que là, je dirais que ces deux qualificatifs-là, en fait, peu imaginatif et pas aussi impressionnant, ça s'applique bien à la posture de chasseur-cueilleur dans le dating parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi une femme voudrait ne pas être en contrôle de son dating life puis simplement attendre qu'on la choisisse. Tu sais, mettons que je m'adresserais à Solène, ben, je sais pas, mais c'est pas toujours le top of the line qui va te faire une déclaration d'amour sulfureuse, Solène. Tu sais, si t'attends que les gens viennent te choisir puis que t'es complètement passive dans comment tu cruises puis comment tu dates, si tu te laisses chasser par les hommes, ça se pourrait que tu tombes sur des crapets insistants qui vont te harceler pour aller sur une date avec toi, même après que t'aies dit non. Ça se pourrait. Oui, tout à fait. Mais je reviens, tu m'édifies. Merci beaucoup. Mais je me demande quand... J'essaie de retrouver un point dans l'histoire où on aurait pu justement intérioriser cette dynamique-là de on va laisser les hommes nous chasser parce qu'on est justement on est la proie qui doivent. En tout cas, j'ai du mal à remonter dans l'histoire et à trouver à quel moment on a pu croire le contraire de ce qui s'est réellement passé. Comment est-ce que... Parce que quand je vois les dynamiques de dating, surtout en France, où c'est comme vraiment l'homme qui est censé être le gentleman et qui est censé comme faire le premier pas, et qui est censé justement être le chasseur, et puis les femmes qui sont censées être dans une position un peu passive ou...
faussement passifs, qui sont censés attendre en fait d'être choisis. Exact. J'ai l'impression que on nous a éduqués aussi avec cette mentalité-là. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se passe limite de génération en génération. Mais j'ai envie de remonter jusqu'au point dans l'histoire où on a trouvé la première personne qui a commencé à propager. Ou alors... Ben, dans l'article scientifique que j'ai lu, c'est que eux, ils pensent vraiment que c'est simplement comme, ben, ils disent peut-être pas, j'ai pas lu toute l'étude au complet. Ah oui, non, mais c'est vraiment moi qui parle. Que c'est vraiment comme les biais de la société. T'sais, parce que les femmes ont jamais été considérées à égalité avec les hommes. Les chercheurs qui ont fait des recherches, quand ils ont trouvé, mettons, ils ont réinventé l'histoire. Oui, c'est ça. Quand ils ont trouvé des évidences comme quoi, dans le fond, les femmes, au final, étaient complètement égales dans les leur sociétés ego. primitives. Ben, c'est ça. Puis ça a juste été écarté. Ça n'a pas été mis de l'avant comme étant des résultats comme intéressants, alors que moi, je trouve que ce l'est. Puis tant mieux qu'il y a des femmes chercheurs maintenant qui font ce genre d'exercice. Et on bout de ligne, la conséquence, c'est occupation de... C'est ça. Ou en tout cas, ou comme Bilal, il voulait contrôler le narratif de... C'est beaucoup plus valorisant à leurs yeux, en tout cas, ou aux yeux du patriarcat, que l'homme soit essentiel à l'argent, à la chasse, à la reproduction, à tout ça. Puis c'est pourquoi on brûlait des sorcières. Tu sais, dans le sens... Mais parle-moi-en pas, j'ai vu ça à Salem, moi, cet été. J'ai vu ça à Salem, les sorcières. J'étais fâchée. Parce qu'à Salem, là, c'est pas vraiment une histoire de sorcellerie, là. Spoiler alert, là. C'est une histoire de patriarcat, là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, là? Ouais, exactement. Fait que dans l'histoire au complet, ça leur servait de mettre les femmes en second plan, en fait. C'est ça qu'ils ont fait. Puis là, c'est pour ça qu'en tout cas, ça... Puis on a fini par l'intérioriser. Exact. Ouais. Ben oui, parce que moi, je peux pas imaginer, tu sais, que personne se dit, ben, je vais y aller, faire les premiers pas auprès de la personne qui m'intéresse. Ça va être bien plus simple. Moi, je vais le mettre carte sur table, comme un peu Fanny a fait, tu sais, avec la mauvaise personne. les mauvaises personnes, mais elle l'a fait quand même, tu sais, je sais pas. Je pense, en fait, que ce que les filles veulent dire avec leur métaphore boiteuse de chasseurs-cueilleurs cette saison-ci, c'est qu'elles trouvent que les gars sont pas particulièrement entreprenants. Dans la saison. Puis on l'a un peu vu pendant la fameuse scène là, du party quand les nouveaux sont arrivés, quand Félix, je sais pas si vous en rappelez, Félix il s'est retrouvé comme encerclé par les 3 filles, vraiment en mode gazelle versus 3 lionnes, là, alors que les autres gars, ils étaient nowhere to be seen, ils ont pas cherché activement à connaître les nouvelles, déjà tout empêtrés qu'ils étaient dans des hexagones amoureux, il y avait pas beaucoup de place pour les nouvelles filles. Puis je pense que c'est correct de dire qu'elle s'attendait à ce que les gars soient peut-être plus entreprenants, plus ouverts à leur arrivée dans la gang, mais est-ce que leur exaspération est vraiment nécessaire? Comme je pose la question parce qu'on l'a dit, Occupation Double, c'était un jeu, puis on sent cette année que les gens jouent mieux, jouent de façon plus calculée, peut-être, sans répéter le playbook de ce match avec le premier venu, à part, on salue Alexa et Christina, là, mais... Est-ce que, tu sais, là, je me disais, mais on peut-tu jouer, effectivement, tu sais, est-ce qu'on peut jouer la game, mais en prenant son temps, quand même, puis en respectant ses limites? Tu sais, Anna aussi se fait répéter que, comme, ben ouais, si OD durait 5 ans, tu serais la meilleure joueuse, Anna. C'est ça, parce comme, que dans une télé-réalité, on dirait que je sais pas, j'ai comme pris la parole comme si j'avais une réponse en oui ou en non, mais c'est intéressant de voir comment les règles de dating se jouent dans la télé-réalité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus accéléré, de plus... Ben oui, c'est zéro la vraie vie, parce qu'il y a un temps limité, en fait. Puis finalement, on se retrouve avec des personnes qui se plaignent en fait de cette différence qu'il y a dans les dynamiques de dating dans la vie réelle et comme dans la télé-réalité. Et ça revient à ta question, comme j'ai pas l'impression que ce qu'on attendrait d'un partenaire puisse être plausible dans le cadre de la télé-réalité, avec comme la prod, avec les caméras, puis avec les rôles, etc. Et moi, j'ai l'impression que les gens viennent à OD en se disant on va jouer à OD, mais qu'une fois qu'ils arrivent ici, ils sont comme au pelage. Finalement, j'ai peut-être pas le feu au cul et l'envie de papillonner dans le top, là, peut-être que même, surtout, tu sais, avec des personnes qui les intéresseraient pas nécessairement s'ils rencontraient comme sur une application de dating ou dans un club de lecture, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, je sais pas, est-ce que les nouvelles filles ont exploré la possibilité que peut-être les gars sont juste not that into elle? Je sais pas, tu sais, je veux dire, à un moment donné, est-ce que je me suis posé cette question aussi. Ouais. Peut-être
peut-être que c'est juste ça. Peut-être qu'ils devraient juste être amis, tous. Oui, c'est ça. Personne date. Mais là, après ça, je pense que leur meilleur move aux nouvelles, ce serait d'être plus comme les vraies femmes préhistoriques et donc se mettre dans l'action et flipper la narrative que les hommes doivent faire le premier pas, que les hommes doivent démontrer de l'intérêt en premier puis courir après elles. Moi, je trouve que c'est en fait très sexy d'être capable de clarifier, de demander les choses comme elles sont au lieu de prétendre que ça ne me dérange pas d'être passif à attendre. J'en suis comme ça. C'est peut-être générationnel encore là. Ces filles-là ont en majorité, et là, ça ne me rajeunit pas, mais entre 12 et 8 ans de moins que moi. Ils sont plus jeunes de beaucoup que moi avec ma presque mi-trentaine. Mais je m'attendais vraiment à ce que la mentalité de chasseur-cueilleur ne soit pas plus aussi importante à OD cette saison-ci. Puis je leur souhaite en fait d'être capable d'exprimer leurs besoins sans passer par les stéréotypes genrés, puis d'apprendre à s'affirmer et d'aller chercher elles-mêmes leur gros gibier si elles le désirent. Ouais. Ou Bon leur conseil. petit gibier. Ou leur petit gibier. Toutes les size doesn't matter. Sky is the limit pour les chasseuses préhistoriques. Alors voilà. Wow. Mais ce que tu dis, ça me fait penser un peu à comme des débats qu'il y a autour de du post-MeToo et de comment est-ce que maintenant on peut cruiser. J'ai failli le mettre dans ma chronique. Ça m'étonne moi, qu'il n'y ait pas personne qui ait dit encore on peut plus cruiser. Pourquoi vous pensez? C'est ça, parce que ça fait écho un peu à ces discours-là de on ne sait plus comment vous approcher parce qu'on a peur de ci, on a peur de ça. Puis comme vraiment la seule condition, c'est d'être respectueux. Puis on dirait que c'est vraiment ces débats-là contournent en fait le cœur du problème qui est on veut juste être respecté dans la démarche. C'est vraiment juste ça. C'est intéressant, c'est vrai. Ou peut-être qu'il y en a des piments qui l'ont dit on peut plus rien faire. Puis ils ont coupé ça au montage. Peut-être. On sait pas. On saura jamais. En tout cas, s'il y a des gens qui font du montage qui nous écoutent, nos DMs sont ouverts. Merci Amélie. Ça m'a fait plaisir. Mais là, parlant, là, je t'ai comme teasé ton sujet dans ma chronique, mais vas-y donc, Emna. Oui, avec les vrais hommes, là. J'ai pensé à ce sujet-là parce que, bon, vous vous rappelez peut-être, Alicia, au souper d'élimination dimanche, elle s'est adressée à Juliane, une des 3 nouvelles, puis elle lui a demandé « Toi, Juliane, t'as démontré là, un peu d'intérêt envers Michael. » Puis là, tu la voyais dans son langage corporel. Elle était comme « Ah non, je sais pas. Il manque de drive un peu. Il est pas tant mâle. » Et là, s'en sont suivies des réactions viscérales de la part des 3 gars autour de la table, Fred, Maxime et Alex, les 3 nouveaux. Facepalm, bouchés pincés comme s'ils venaient de croquer dans un citron, Fillon crispé de malaise dans leur complet Moors, et Juliane de s'écrier horrifiée « Ah non, mais là, dites-lui pas ça. » Il y a quelqu'un qui a dit tu viens de lui dire. Mais tu viens de lui dire. J'étais comme c'est filmé. C'est filmé. T'es pas dans ton salon, Juju. Et là, il y a eu toutes sortes de réactions sur le fil de discussion, des ficelles toutes légitimes et intéressantes. Je voulais en nommer quelques-unes. Il y a Ficelloune Lisa qui a dit moi, j'ai trouvé ça intense, que pour eux, bon, c'était la pire insulte. C'était pas fin, certes, mais j'ai trouvé que leur réaction était disproportionnée. Il y a Ficelloune Amélie, pas toi Amélie, Ficelloune Amélie, qui a dit dire à quelqu'un qui est pas assez mâle, c'est comme dire que cette personne-là a pas les caractéristiques habituellement associées aux hommes et en porter un jugement négatif, comme si Michael était moins homme parce qu'il répond pas aux standards de Juliane. Michael est un homme parce qu'il dit qu'il en est un, pas plus ou moins qu'un autre gars parce qu'il est calme et ou sensible. En parenthèse, je sais pas trop les raisons de Juliane, mais j'imagine que ça ressemble à ça. C'est totalement basé sur des stéréotypes de genre. Ben oui, je suis assez d'accord. Toi, Amélie, c'est pas Ficelloune, mais toi, ouais, mais Amélie, là, OK, mais... Non, mais ça a évolué, mais je veux quand même le dire qu'à la base, tu te dis que tu trouvais que c'était un green flag de la part des 3 gars qui trouvent ça whack comme commentaire de la part de Juliane. Mais c'est parce que moi, je me serais attendue... Tu sais, mettons qu'ils veulent vraiment jouer la game. Là, Juliane qui dit ce gars-là est pas assez mâle, il aurait pu avoir une réalité, là, un multiverse. Une réalité parallèle. Ouais. Son genre, comme youpi, ce gars-là, il est pas assez mâle. Nous autres, on est comme, tu sais, on élimine la compétition, comme, tu sais, comme j'ai les grosses pipes. Comme moi, j'étais contente de voir. Mais non, mais je suis partie parce que je trouvais ça quand même great qu'il ait pas fait comme. Thanks, Juliane. Oui, tout à fait. De rabaisser c'est un jeu de compétition et ça aurait été une réaction très. C'est même une réaction. Qu'on se serait attendu. Oui. Dans d'autres téléréalités, ce serait, immédiat. Ouais. Je fais mon mea culpa immédiatement. J'ai eu une lecture très généreuse de leur réaction. On en a reparlé après. J'ai lu les commentaires. J'étais comme, effectivement, ma lecture a été très généreuse de leur réaction.
Ben, c'est parce que c'était une lecture féministe de la réaction. Puis, ce que je te disais, pendant que... Parce qu'on se parle tout le temps, là, les trois ficelles, pendant que l'épisode du dimanche joue pour qu'on décide nos sujets. Puis, je te disais, je pense que les gars ont pas la même lecture féministe que nous de la situation, puis qu'ils sont pas vexés parce que, comme nous, ils trouvent que Juliane est complètement aveuglée par la construction sociale que le patriarcat nous a imposée. Ils sont vexés parce qu'ils sont reconnus dedans. Ben, c'est ça, tu sais, ou que c'est supposé être un homme. Tu sais, plus tard, dans la chambre des gars, là, il y a Fred qui est revenu sur la situation puis qui dit « Hey, je suis désolée, là, mais dire qu'un gars à la télé, dans un souper d'élimination, est pas mâle, ça m'a froissé. » Puis là, Maxime... Mais je suis quand même d'accord, mais tu sais, c'est ça. Maxime qui dit « C'est un gars doux. C'est un gars sharp. » Puis Fred de dire « Ce gars-là, c'est un père d'enfant. » Tu sais, ils ont pas... c'est pas vrai qu'ils ont tous compris le contexte là, dont nous, on parle. Tu sais. D'après moi, ils sont sûrement vexés parce qu'ils accordent eux-mêmes trop d'importance à cette dite construction sociale-là. Puis ils trouvent que c'est l'insulte suprême à leur masculinité de se faire dire qu'ils sont pas un vrai mâle. Tu sais, ça m'a fait penser, à quand puis là, par on, je veux dire homme, ça c'était où, là, pas moi, là, a collectivement décidé, là, vous en rappelez, j'espère, de ce moment-là, qu'on a décidé d'arrêter de s'insurger quand quelqu'un nous demande « T'es-tu gay? » Comme si c'était dans le but de nous insulter, OK? Évidemment, bon, la personne qui nous dit ça, c'est un piment de la pire espèce. Mais tu sais, dans les dernières années, on a comme convenu qu'il fallait arrêter de se sentir insulté si quelqu'un, entre guillemets, soupçonnait une queerness chez nous, parce qu'après tout, pis ça. Tu sais, ça, on s'en fout. Fait que si toi, t'es confortable dans ta masculinité puis que tu te couches le soir confiant et aligné avec tes croyances, tes valeurs, pourquoi tu serais affecté par quelqu'un qui te dit t'es pas un vrai mâle ou ben t'es donc ben gay, par exemple? Puis là, dans OD Extra, il y a Fred qui est allé stouler Juliane, finalement. Honnêtement, il a quand même bien fait. Là. Oui, imagine arriver à l'heure de vérité, puis il montre ça, puis là, toi, tu dois réagir, genre, on the spot. Non, ils ont bien fait, mais comme je dis, on l'aurait pas fait pour les mêmes raisons. Oui. Stitches get stitches, mais là, je suis peut-être plutôt d'accord qu'il l'ait dit. Il y a des gens qui disaient que c'était pas nécessaire, mais comme... Ah non, moi, je mais... pense qu'il fallait, là. Oui. Puis là, il en a parlé. Bon, il en a parlé devant Mick. Puis là, ce qui, je crois, être Mamadou, parce qu'on l'a pas vu à l'écran, mais je pense avoir reconnu sa voix, c'est écrié « Impossible » qu'elle a dit ça. Au moment d'écrire ces lignes, en tout cas, Mick n'avait pas l'air trop affecté, ce qui n'est pas une mauvaise chose. J'espère, en fait, qu'il n'est pas affecté pour les bonnes raisons. En tout cas, Fred lui a dit « Hey, moi, j'ai compris qu'elle voulait juste dire que t'étais pas son genre, mais tu sais, qu'elle avait manqué de tact. » Puis effectivement, à la base, c'est ça. Là. Juliane n'avait pas trop l'air si attirée que ça par Mick. Au début de la semaine passée, elle avait dit « Mon intérêt envers lui est vraiment léger. Je dormirai en cuillère avec, mais je ferai pas une tournée des pubs irlandais avec. » Whatever that means. Il était un peu plate, j'avais pas de fun, c'était pas drôle. Tu sais, ça. Moi, je trouve que ça, c'est plus harsh que de dire « Il est pas mort. » honnêtement. Mais tu sais, c'était assez clair. Mais c'est ça. C'était assez clair. Mais là, dimanche, elle a employé les mots très graves selon la réaction immédiate des gars, il est pas tant mal. Puis ça, c'est une expression sur laquelle je me questionne souvent, en fait. Pourquoi c'est autant vu comme la pire affaire que quelqu'un pouvait te dire? Parce que c'est son identité, je pense. Parce que en soi, les autres... quand je me réfère à l'autre liste qui, moi, m'a offensée, c'est comme... Je sais pas, c'est peut-être de l'ordre de la perception. C'est peut-être comme elle ne dormirait pas en cuillère avec parce que si, parce que ça. Ouais. Mais comme peut-être que toi ou peut-être que moi, je le verrais sous un autre angle et puis je me dirais oh non, si, il est à mon goût. C'est comme pas des vraies données indépendantes. Mais là, on s'attaque à ce qu'il est, il peut pas changer le fait que... Enfin, on s'attaque vraiment à quelque chose qui est intrinsèque à lui. Mm-hmm. Puis peut-être que c'est ça qui a... Je sais pas, qui les pique, ouais. Qui les pique à tous, en fait, parce que c'est ça, vraiment exact à cette affaire-là. Mais tu sais, vous l'aurez sans doute remarqué, il y a pas beaucoup de place pour la pluralité des masculinités, OK? À OD, mais en général aussi, là, la montée de la droite, les valeurs conservatrices un peu partout dans le monde nous, j'ai envie de dire, séquestrent dans une seule et bonne, entre guillemets, façon de démontrer sa masculinité. Puis il y en a souvent, malheureusement, qu'un seul type qui est valorisé, puis c'est la masculinité dite traditionnelle. Le chasseur, qui est toxique, ou l'homme domine, ou l'homme chasse, ou l'homme est le pourvoyeur, etc. C'est vrai partout, mais ça se manifeste un peu plus intensément dans des sociétés un peu plus traditionnelles, si on peut dire. Puis ça m'a fait penser à une expression qu'on utilise dans mon pays d'origine, la Tunisie, pour parler de justement ça, ce manque de masculinité. On dit
pour insulter un homme, mec shrajel. Traduction littéraire, t'es pas un homme. Puis ça, de ce que j'ai compris la fois où j'ai failli causer une bagarre générale dans la rue quand j'ai répondu ça à un homme qui nous harcelait, mes cousines et moi, en banlieue de Tunis, c'est pas mal l'insulte suprême pour certains hommes plus machos, selon mes observations toujours. Puis là, j'ai trouvé sur Reddit, franchement, nos sources sont de plus en plus random et diversifiées cette saison, une femme dans le subreddit Tunisia qui demandait justement aux hommes tunisiens de lui expliquer l'impact qu'avait cette expression-là selon eux. Et là, éphémère Claude a répondu « C'est juste une question de contexte culturel dans lequel vous vous trouvez. La masculinité dans les sociétés conservatrices est liée à de nombreuses vertus morales, capacités physiques, réputation sociale et puissance sexuelle. » Puis là, l'expression « mec shrajel, t'es pas un homme » devient une insulte très multidimensionnelle qui est garantie d'atteindre les insécurités de n'importe qui et nécessite donc une défense sérieuse. Puis là, il dit « Je tiens aussi à souligner qu'être un homme signifie pas que vous serez automatiquement offensé par ça et que ça dépendra principalement de votre éducation et votre cercle social. » Puis là, il dit « Lui, moi, par exemple, j'ai vécu toute ma vie en Tunisie. Je viens d'une famille de classe moyenne. Je m'en fous si quelqu'un décide de me dire « Mec shrajel, t'es pas un homme. » Je réponds aussi presque toujours ben effectivement, je suis pas un homme et j'apprécie le léger choc sur les visages des gens. Fait que voilà. Fait que tu sais, je trouvais que c'était intéressant d'avoir sa perception. J'ai demandé à un de mes cousins aussi, je me suis dit tant qu'à faire, qui a peut-être lui par exemple une perspective un peu différente des autres hommes tunisiens parce qu'il a grandi là-bas, mais il a quitté le pays il y a quand même plusieurs années maintenant pour vivre aux États-Unis. Il m'a dit que souvent l'expression est aussi utilisée pas tant pour questionner la masculinité, mais plutôt la virilité et l'honneur. Il m'a dit, par exemple, si, mettons, un homme te dit « Ah, peux-tu me prêter de l'argent? Je te promets, je vais te le redonner au début du mois. » Puis là, il te le donne pas. Puis là, tu lui dis « Hey, t'as pas fait ce que t'as dit. Mec shrajel, t'as pas honoré ta parole. » Puis je trouvais ça intéressant de voir les différentes nuances d'un concept assez universel, mais tu sais, tout dépendant de la société dans laquelle on l'observe. J'ai une théorie. Ouais, vas-y. Peut-être que le fait que ça a été mal pris, c'est peut-être dû au fait que... Je fais plein de redites dans mes mots, c'est parce que j'organise mes pensées en même temps, mais comme la manière dont les hommes sont sociabilisés, on dirait que c'est comme s'ils devaient rentrer dans cette... Puis je pense que les femmes aussi, mais comme chez les hommes, c'est peut-être encore plus comme impitoyable. Un moule. Parce que soit tu rentres dans ce moule, et c'est ce moule-là qui fera que tu es un homme, donc un être humain. Mais si tu déroges de ce petit cercle-là où tu dois exister, ben là, c'est vraiment... t'es déshumanisé d'un seul coup. Donc peut-être qu'ils ont vu un échec en fait dans ces paroles-là qui ont été dirigées vers une personne, mais finalement qui ont été prises à cœur par toutes les personnes qui étaient à la table, parce que c'est comme si cet échec-là pour une seule personne était ressenti en fait par tous les hommes qui ont été sociabilisés comme ça et qui se sont dit ouf, il est en train de je sais pas, il est en train d'être déshumanisé en fait sous nos yeux et on va pas laisser faire ça parce que c'est un père de famille, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Oui, ben c'est un peu ce que je me suis dit aussi, puis j'en parle un peu plus tard dans ma chronique, mais c'est que finalement l'ennemi c'est le patriarcat. Oui, l'ennemi commun. Le patriarcat cause cette espèce de détresse entre guillemets ou anxiété là chez les hommes et donc c'est comme un double, tu sais, comme damn if you do, damn if you don't pour les hommes, parce que le patriarcat t'oblige à le faire et si tu le fais pas, ben le patriarcat va te punir de pas l'avoir fait. C'est comme... Mais ça, les hommes, ils sont... Ben là, les hommes, c'est une grosse généralisation, là, mais ça, c'est vraiment difficile de comprendre ça. Oui. Parce que, pour faire une histoire courte, Malia, je l'ai déjà dit ici, moi, dans la vie, je suis intervenante psychosociale, puis au début de ma carrière, j'ai travaillé avec des hommes violents, donc des hommes qui avaient commis des gestes de violence conjugale, puis on leur expliquait là, le concept de la masculinité toxique, puis on leur montrait des vidéos sur comme... d'autres hommes qui leur expliquaient comme le patriarcat, ça vous brime aussi, ça vous... Puis c'est comme si tout le long, ils nous suivaient. OK, il était avec nous. Puis là, on arrive à la fin, puis on est comme, fait que c'est ça. Fait que le patriarcat, c'est aussi pas bon pour vous. Puis là, c'est comme rejet total de la situation. Ça. On dirait qu'ils sont pas capables de comprendre, comme... Puis là, c'est un petit échantillon quand même, mais 8 mois que j'ai été là-bas, là, fait que j'en ai vu passer beaucoup des hommes incapables de comprendre que le patriarcat, comme, ils se sentent constamment comme attaqués quand on parle du patriarcat, alors que
ça les concerne Ils en sont aussi. les premières victimes aussi aussi. les premières victimes. Comme... Mais c'est parce qu'on leur a fait croire que ça faisait partie de leur ADN, je pense. Et puis comme ils se sont construits autour de ça, à tel point qu'ils pensent que c'est je pense, hein, j'affirme ça comme si c'était la vérité générale, mais peut-être qu'ils ont tellement intériorisé ça, on y arrive, et on leur a fait justement intérioriser ça, à tel point que maintenant ils pensent que c'est indissociable, alors que tout est non tout peut seulement être ils déconstruit. pensent que c'est indissociable, mais ils n'ont pas tort quand ils disent que le patriarcat leur profite aussi, leur nuit Exact. et leur profite. Ouais, Fait que ouais. c'est comme, c'est ça, l'espèce de double... Il y a comme une libération, puis une responsabilisation aussi. Comme Exactement. Puis après ça, j'ai trouvé plus près de chez nous maintenant le site web de l'OBNL Des Hommes qui changent, créé à Montréal en 2023. Je connaissais pas. Un organisme créé dans le but d'accompagner les hommes et les organisations dans l'identification, la mise en valeur et l'adoption de codes masculins positifs. Oh. Ils ont trouvé sur le site une définition de ce qu'est un vrai homme, entre guillemets. Alors, ils disent être un vrai homme, c'était un homme normal, entre guillemets, implique encore trop souvent d'adhérer à des codes de masculinité néfastes, hein, comme on disait, être fort, ne pas pleurer, ne pas avoir peur, ne pas demander d'aide, nier et taire ses émotions, performer socialement, financièrement, sexuellement, normaliser la violence, dominer l'autre, etc. Et cette culture masculine est désastreuse pour absolument tout le monde. Donc, pour les hommes eux-mêmes, parce qu'ils ont la pression de performance. Ça leur donne des incapacités émotionnelles, des risques pour leur santé physique, de la détresse psychologique, suicide, homophobie, tout ça. Pour les femmes, évidemment, aussi, c'est dangereux, c'est désastreux. Ça amène des iniquités, du harcèlement, des violences conjugales, des viols, des féminicides, de l'inceste, name it. Il disait aussi pour les entreprises et organisations, ça nuit parce que ça fait une culture organisationnelle toxique, des accidents de travail, de la perte de productivité, un frein aux objectifs de diversité, équité et inclusion. Et pour l'État et toute la société aussi, c'est désastreux parce que ça amène des dépenses publiques liées au comportement à risque. Il y avait, je ne l'ai pas noté, mais il y avait une étude comme quoi, genre, en France, il y a vraiment comme un immense pourcentage de dépenses qui est causé par la masculinité toxique, finalement. Là, ça cause des vraies dépenses monétaires. Oui, on n'en doute pas. Hein? Donc, ça, c'est ça. Donc, le soutien aux victimes, ça coûte cher. Dégradation matérielle, insécurité, mortalité, radicalisation, tuerie de masse. Hello, who does that, men? Of course. Fait que donc, je reviens à ma comparaison. Une pyramide, finalement. Ouais, c'est ça. Parce que on est tous affectés par ça. Mais puis... on a l'air alarmiste quand on dit ça, tu sais. Mais pourtant, c'est vrai. C'est partout et c'est insidieux et c'est à chaque... On a l'air... Tu sais, les gens qui prendraient ça hors contexte pourraient dire qu'on est hystérique, mais comme... Non, c'est une petite chose qui donne lieu à vraiment. J'ai eu une formation sur la violence conjugale récemment à mon nouvel emploi, puis la formatrice, elle s'excusait quasiment de dire, bon, voici les signes qui sont comme des prédictifs, comme dans la littérature, qui disent que, bon, si quelqu'un pose ce genre de signe-là, ça peut mener à un homicide, tu sais. Puis là, les gens, comme... Elle s'excusait quasiment, mais j'étais comme, arrête de t'excuser! C'est important qu'on le sache, que c'est important qu'on les détecte, c'est une réalité même si ça arrive pas souvent. C'est arrivé 21 fois dans la dernière année, un féminicide, fait qu'on peut t'en parler, tu sais. Exact. Bref, on n'est pas des hystériques, la gang. On n'est pas des hystériques, c'est des faits. C'est des faits, puis je reviens à ma comparaison de tantôt avec l'expression ou l'insulte, en gros, là, tu sais, t'es-tu gay, entre guillemets. Pourquoi diantre dire de quelqu'un qui n'est pas tant mal? Parce que moi, je me dis, en opposition à quoi? C'est quoi? J'ai pas aimé la réaction des gars de la maison quand Juliane a dit ça de Mick, mais j'ai tout autant haï le fait que Juliane a dit ça au final, là, tu sais. Parce que, qu'est-ce qu'elle entend? Hein, qu'il y a des comportements qu'on dirait, entre guillemets, non conformes au code de la masculinité dite normale. Qu'est-ce qu'elle pense? Qui semble pas hétéro, qui a des caractéristiques plus féminines. Puis là, je m'avance, mais je vais conclure donc que ces propos-là de Juliane sont, à la lumière de ce que j'ai lu, non seulement homophobes, mais aussi misogynes. Puis, c'est vrai que c'est moins grave de dire ça à quelqu'un comme... En fait, non, c'est ça l'inverse. Ce que j'ai lu, c'est pas vrai que c'est moins grave de dire ça à quelqu'un comme Mick, même s'il avait pas l'air trop affecté par le truc, même si lui, il questionne pas nécessairement de ce qu'on sait de lui, son identité de genre, par exemple, même s'il n'est pas lui-même homosexuel. Il y a un sociologue à l'Université d'Amsterdam, Sébastien Chauvin, qui explique que certains croient que l'insulte, pour être homophobe, doit s'adresser à une personne homosexuelle. Or, ce postulat est faux, comme pour les insultes racistes ou sexistes. Il dit aussi ces insultes peuvent être dirigées vers des gens que l'on pense homosexuels, des hommes hétéros perçus comme
efféminé, par exemple, ou vers des hétéros sur le mode de l'humour. Hein, l'humour a le dos large en tabarnane. L'insulte sert à mettre à distance l'homosexualité, qu'elle soit prononcée ou pas vers une personne homosexuelle. Puis peu importe la personne visée, l'idée est la même. Être homosexuel égale être faible. Puis là, Sébastien Chauvin continue, il dit « C'est aussi un rituel pour hiérarchiser les hommes et les discipliner collectivement, pas seulement le destinataire de l'insulte. Hein, ça renvoie un message général selon lequel les hommes doivent tenir leur rang et parmi eux, les hommes gays doivent rester dans le placard. Puis insulter quelqu'un par ces termes-là, c'est renforcer l'idée selon laquelle la norme du courage et de la force est incarnée par l'homme viril, alors que la faiblesse et la lâcheté sont réservées aux femmes et à tous ceux qui s'en rapprochent. Fait finalement, tout le monde est... Oh, je t'écoute. Non, vas-y. Tout le monde est prisonnier, finalement. Tout à fait. Puis on a tous des trucs à déconstruire. Fait que après les formations sur le consentement et la communication non violente, les candidats d'OD auraient peut-être intérêt à avoir un petit crash course sur la déconstruction des stéréotypes de genre. Ça serait bénéfique pour les gars qui participent, les filles qui participent et les téléspectateurs, téléspectatrices comme nous qui sont pognés pour endurer ça à la TV. Mais ils veulent pas ça. Ils veulent pas quand ils veulent ce genre pour eux en tout cas. C'est payant pour eux. Moi j'ai vraiment été frustrée cette semaine en écoutant OD. Là, on en a pas parlé tantôt mais j'ai trouvé ça vraiment fâchant là cette semaine là, peut-être que c'est le clash justement comme je disais un peu dans ma chronique avec des gens vraiment plus jeunes versus moi puis tout mais la prod ils veulent créer ce genre de moment-là. Pour eux quand elle s'est mis les pieds dans les plats puis qu'elle a dit ce gars-là est pas assez viril. Ils l'ont gardé au montage. Il y a quelqu'un qui a fait ching, on garde cette take. Ça, c'est sûr comme elle ça vient de la caster comme mais c'est pour ça quand on parle tout le temps de c'est quoi la limite à ne pas franchir de la prod entre on regarde les trucs puis on veut pas les faire trop mal paraître parce qu'on tient peut-être un peu à eux comme êtres humains, mais aussi on veut vraiment que ça soit payant puis que les gens cliquent sur l'extrait qu'on va mettre sur Facebook, tu sais. Fait que, encore une fois, le montage a une responsabilité. Sur la narrative, et juste le montage, mais le casting, peut-être que ces red flags-là, il y était red flag aux auditions aussi, là, comme... Fait que voilà. Merci. Mais parlant de casting de personnages, en fait, Malia, toi, c'est un peu ça que tu voulais parler, des personnages... comment on aime détester. Qu'on aime détester. Ben oui, parce que, bon, certes, Bilal est parti, puis on va pas dire que... on appréciait tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait. Mais maintenant, je me dis, qu'est-ce qui va être divertissant? Qui va nous divertir avec... Parce que les personnages qui divisent comme Bilal, puis comme d'autres encore, moi, je les regarde en me disant, c'est comme je le disais au début de l'épisode, comme vraiment, je les regarde aller, puis je me dis, qu'est-ce qui va se passer quand tel cas de figure va survenir? Vraiment, je suis là, puis dans les gradins, je croise les bras, puis juste, c'est pas que ça m'amuse, mais je trouve ça intéressant de voir comment la personne va réagir, en fait, par rapport à telle situation, parce que, mine de rien, ça te permet d'avoir une carte de qui est cette personne. Ça te permet de déterminer si cette personne est vraiment foncièrement mauvaise, parce qu'elle peut aussi te surprendre, ou si elle pose des mauvaises actions, mais finalement, il y a un bon fond, quelque part, vraiment presque par accident. Donc, avec Bilal, il y avait un peu cette question, ce point d'interrogation. Je pense pas que qui que ce soit. Bon, j'ai des petits noms en tête. Mais je ne pense pas que qui que ce soit dans OD, dans cette saison, soit foncièrement mauvais. Mais je pense effectivement qu'il y a eu des actions maladroites, des petites stratégies qui ont mal tourné, des choses comme ça. Mais je sais pas, à chaque fois que j'écoute une télé-réalité, t'es attirée vers les vilains. C'est ça, j'ai quand même une fascination malsaine pour les gens qui divisent comme ça, puis qui posent des petites actions quelquefois un peu mesquines, puis juste après, tu les vois être bizarrement, extrêmement des bonnes personnes, en fait. Puis tu te dis, mais qui est cette personne? Qui est-elle? On dirait que ça me fait penser, mais là, c'est pas exactement le bon exemple. Puis je pense que c'est même avant que tu aies peut-être commencé à regarder OD, mais l'année de Joanie. Ah oui. Joanie, c'était la vilaine qui a eu, dans le sens, elle l'a suivie, la pauvre, pendant au moins 1 an après. Tu sais, dans le sens, je pense même pas qu'elle est encore présente sur les réseaux sociaux parce que ce personnage-là la suit. Tu sais, elle était très éclatée, elle était très
intense, ce que Fred n'aime pas de Solène, là. C'est comme Joanie était x10, ça, à peu près. Puis... Ça crée quand même des moments mémorables. Oui. Et on faisait pas les ficelles en ce temps-là, mais comme je sais pas ce qu'on aurait pu c'était avant dire. les ficelles, ça? Ben, Wow. la saison de Joanie, c'est la saison qui a comme sponsorisé la création des Oui, c'était ficelles. au Débali. C'était la C'était au première Débali saison en 2017. Ouais. Puis, mais moi, après ça, je regarde, mettons, 7 ans plus tard de ficelles, je sais pas ce qu'on aurait pu dire sur le yoga tantrique, là, tu sais, Oh, comme mon dans Dieu. le sens que Oui, c'était très... ça a créé des Mais tu sais, moments puis aussi, elle a eu incroyables. des affaires plus problématiques, là, dans le sens, elle a aussi dit le mot en haine, puis ça a fait un scandale. Fait que... Oh. Oui, Ouais, oui. ouais. Fait que, tu sais, mais dans le sens, elle, c'était vraiment un personnage. Puis moi, mon Dieu, je sais pas si j'ai déjà dit, fun fact, j'ai comme pris des cours de jeu avec Cendric. Plus tard, des années plus tard, Ça, c'était par son hasard, gars avec qui il c'était était match. le Cendric, le garçon avec c'est ça, son espèce de chum d'OD. Ils se sont Ok. rendus... ils ont-tu fait le voyage mais final? je sais plus, je t'avoue. Puis là, il allait se laisser dans... En tout cas, il faudrait les réécouter. Mais donc, Cendric, puis là, ils sont plus ensemble aujourd'hui, évidemment. Puis là, je lui ai demandé, j'étais comme, ouais, c'était comment, justement, tout ce personnage-là de Joanie? Puis elle était comme, tu sais, elle avait ses défauts, puis moi aussi, j'en avais. Mais le montage et Ouais, le ils ont narratif exacerbé qu'ils ça. ont créé... Mhm. C'était exponentiel. Là. Elle était comme, c'est pas vrai qu'elle était foncièrement Mais tu parlais, mauvaise que ça. tu parlais tantôt de casting et puis de la prod. Je pense que autant, oui, j'aime bien prendre mon petit bol de popcorn, soufflette, ouais. les observer, mais la prod et comme toutes les personnes qui sont derrière la caméra ont quand même une responsabilité par rapport à ce qui se passe, parce que autant on aime être diverti, parce que c'est tout le but de la télé-réalité, mais il y a quand même une limite qu'on a vue avec tout ce qui s'est passé autour de la saison d'intimidation, qui est à ne pas franchir, en fait. Donc c'est comme une fine ligne entre t'es diverti, il y a du drama, puis non, c'est juste méchant, en fait, c'est juste cruel. Puis moi, j'ai cet exemple ultime-là de... je sais pas si vous connaissez la télé-réalité Loft Story. Ben, il y a eu un reboot au Québec dans les années 2000 de mais ça. en France, Et comment ça s'est passé? Ouais, c'est là. C'était un peu la risée des télé-réalités. Crampé, ça, tu sais. Ben, tu sais, moi, j'en je rappelle regarde. encore tout le Ben, monde, les gens qui l'ont écouté. Nous, on était très jeunes. Nous, on était là, à jeunes, l'époque. mais je veux dire, la tante à cul qui avait attelé ça. Mais ben, c'est ça, c'est parce que, tu sais, ça doit être la même chose. Ça rappelle non, des mais souvenirs ris, à Gab. Gabrielle, c'est correct, ris. Mais c'est parce que c'était une émission de télé-réalité c'était pas une émission de dating. Non. Mais Je sais ça pas si en faisait France, que tout le monde tout couchait avec tout le monde. perception qu'on a. Nous, ici, c'est pas... Mais- non, moi, les souvenirs que j'en garde, en tout cas, c'est que les gens qui dataient au sein de Love Story, c'était comme une anomalie. C'était pas supposé vraiment être pour ça. En tout cas, dans la Ouais. version qu'ils ont faite. Puis en France, En tout cas... Ça se ressemblait plus à Big Brother, en fait. Oh, ok, ok. Ouais. Ben, en fait, en France, c'était, je pense que c'était un peu la télé-réalité test. Ok. Donc, c'était vraiment la télé-réalité avant qu'on commence à mettre des régulations, avant qu'on se dise, attends, ça, c'est pas bon à montrer on-cam. Puis, je pense à cette candidate, Loana, qui a vraiment, qui jusque maintenant paye en fait de ce côté test en fait de la télé-réalité, parce que combien d'années plus tard? On est Oula, combien d'années plus tard? c'était- Au ben, moins je- une dizaine d'années? je dirais vingtaine Oui, d'années. sûrement. puis Je dirais aujourd'hui vingtaine encore. d'années. Nous, Aujourd'hui encore, Elle est elle a prise des avec cette séquelles réputation. psychologiques par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été suffisamment briefés par rapport au côté de vous êtes dans une télé-réalité, il y aura des caméras partout et tout sera retranscrit au niveau national. 2001, son édition. 2001, Oh mon Dieu. donc- On a accès à Internet maintenant en studio. Ah, 2001, son édition. Donc c'est quand même vraiment beaucoup d'années plus tard. Puis au départ, c'était le Far West. Hmm. Et ce qui s'est passé, si je me souviens bien je suis en train de réactiver une mémoire d'une de ses entrevues, mais je pense que ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle est sortie et elle a vu ses propres images, puis elle a vu surtout les images que la prod a validées, en fait, pour que toute la France voit. Et ça a eu un impact irréversible, en fait, psychologiquement parlant. Ah ouais, Ben c'est oui, en senti fait, comme trahi. moi, ce que je lis Mhm. sur... ben là, c'est Pure People. Tu connais Pure peut-être People. Ça. Ça dit que dans ces dernières années, elle est notamment tombée dans la dépression et la toxicomanie. Elle a également commis plusieurs tentatives de suicide. Oh, là, ok. Fait que, Ça a vraiment, ouais. ça l'a affecté. Donc, autant certaines choses sont divertissantes, oui. autant À quel prix? C'est ça, à Oui. quel prix?
À quel prix? Et ça, je pense que le à quel prix, il est... je pense qu'on a tous un peu une responsabilité en tant que société, mais la prod a encore plus cette responsabilité-là d'essayer de naviguer cette ligne rouge de OK, ça c'est divertissant, et puis ça c'est un peu trop. Mais c'est parce que puis j'ai l'impression, je sais pas, j'ai pas la clé, je suis pas productrice télé, là, mais est-ce que ça serait si boring que ça, des gens qui n'ont pas de red flag apparent? Tu sais, j'ai l'impression qu'eux, ils se disent non, mais c'est encore une autre faut question, ces personnages-là, parce que sinon, ça serait plate, puis les gens voudraient pas l'écouter. Ah, mais tu sais, mettons, la saison passée, là, Ouais. d'OD, là. C'était quoi donc l'année C'était plate. passée? Ah, c'est ça. Mais moi, je suis pas bonne, je me souviens pas de ce qu'on a fait la semaine passée. C'était de la torture, là. C'était C'était pire que la saison de... Rappelle-moi les Mais noms. c'était- Ah, Vincent Lara, puis Marie-André. Mais non, mais c'était... OK, là, mais c'était cutie, là. T'as-tu du plaisir à faire des sujets là-dessus, parler de ça? Ben non, mais il y avait de la C'était masculinité tough, toxique là. pareil, là. Oui, oui. Mais Oui, mais c'est passé ça. je veux dire, Il y avait un peu d'épices quand même. je pense qu'il faut qu'ils trouvent des gens qui n'ont pas nécessairement des red flags, mais qui sont game de faire des triangles amoureux, puis de jouer, puis d'embarquer dans la game sans nécessairement être des psychopathes. Oui, Comme, oui, on tu sais, veut pas d'être- Des personnes normales. Oui, des personnes normales, mais qui sont comme un petit peu plus willing, tu sais, que ça soit pas juste Mais des c'est Vincent ça, Lara. au lieu de prendre tu sais. des courtiers immobiliers, prenez des personnes polyamoureuses. Tu sais, comme, Oui, c'est mais ça qu'on veut. Je veux dire, là, on circle back à OD Queer, là, Mais- comme, je veux dire, tu sais... Mais c'est passé ça, je me dis, la prod a la responsabilité quand tu fais son casting. Mais peut-être que dans la prod même, il y a des personnes avec des red flags. Fait que peut-être qu'ils choisissent juste leur semblable. Les tu billets, sais. oui, pendant le casting, ça, ouais, j'ai Tu sais, pas pensé je à sais ce pas. degré-là de... Ouais. Mais Ouais. déjà, si, mettons, on se dit que la prod n'a pas de red flag, s'ils faisaient vraiment un casting de... Mais c'est parce que c'est ça, les gens normaux ne s'inscrivent pas à OD. Non, mais les gens normaux ne s'inscrivent pas à OD parce que les gens sont hyper conscients qu'il y a des caméras, puis Oui. que quand ils vont sortir, ça va être difficile. Il y aura des Tu sais, c'est pas... conséquences, ouais. Il y en a pas le même quelques-uns par sujet, mais année, c'est mais... j'ai goût de dire Camille qui avait changé de Camille. gars. Oui, la grande rousse Ah, dans une oui, oui. année qu'elle a dit après sur TikTok, mais les gens veulent plus changer une fois qu'ils sont... Je peux pas croire que je suis en train de citer TikTok, mais c'est toi qui m'as Oui, raconté oui, ça. c'est moi qui t'avais dit. Elle voulait plus changer, que les gens veulent plus changer de match une fois qu'ils ont un top 1 parce que le backlash, une fois qu'ils sortent des maisons, est Ben, les tellement femmes. intense. Les femmes qui changent de Les top. femmes qui changent Ouais. de top. Fait que, tu sais, moi, je me dis, est-ce que ça freine les gens à comme vivre leur best life de vilain dans une télé-réalité parce qu'ils se disent, ich, la perception du public, je suis prête à risquer d'être une Loana, comme... Ouais. Après, tu C'est sais, qu'il maintenant, les gens faudrait- sont hyper ouais. conscients. À l'époque de Khaled, mettons, là, ça, c'est vraiment du... OG, des bottes, OG. ouais, OG. Ah, Les Khaled. gens étaient on inch parce Mais- que ça existait pas vraiment de devenir influenceur sur le dos d'OD. T'avais pas vraiment de contrat après. T'allais là. J'ai l'impression que c'était plus du monde normal, mais tu retournes à ta flyé, petite vie tu sais. après. Là. Mais en vrai, se Ouais. pose la question de est-ce que si on prend des gens normaux, ce sera encore de la télé-réalité? Mm. Ouais. Parce qu'en soi, on n'allume pas notre... Bon, on n'ouvre pas notre, notre PC Ouais. pour regarder ce qu'on Ah, voit je déjà, c'est ça, ce qu'on voit déjà dans la rue. Puis dans nos cercles amicaux, comme on veut voir ça. quelque chose de... C'est un peu le principe de la Ben, télé-réalité. c'est ça, on veut de voir créer. une version exacerbée en fait C'est de ça. ce qu'on vit. En même temps, là, l'amour est dans le pré, là. Tout le monde aime ça. L'autre petite affaire, là, à TVA, là. oui. Ton père, ta mère, non? C'est pas Non, ça? Si on s'aimait. si on s'aimait, les gens capotent là-dessus, puis c'est du monde, ça c'est du monde normal. Là. Ouais, Ça mais il y a fait des une couple red de flags saisons que je l'ai pas aussi. écouté, là, mais ça Ouais, c'est ouais. des gens Il y a moins de red flags à l'amour et dans le pêchent pré, dans les mais- commentaires de Spotted Valleyfield, là, comme c'est du monde normal, là, c'est des n'importe qui s'inscrivent à ça puis qui essayent de chercher l'amour, mais les gens qui trippent, là. Ouais, les mais codes peut-être sont- qu'OD se disent, nous, notre brand, c'est des personnages, des gentils, des vilains, des gens qui Ben oui. foutent la merde. Il y en a à chaque année. J'ai l'impression, je me dis, ils ont-tu comme une liste de comme, il nous faut une fille qui va faire une crise à un moment donné, une fille C'est super sûr. insécure, il nous faut un gars qui papillonne, il nous faut une fille qui papillonne, il nous faut... J'ai l'impression qu'ils... Moi, je pense qu'il coche certaines Ah, ben cases oui. Ouais. C'est sûr. pour que ça fasse de Mm. la bonne télé. Ouais, mais c'est intéressant parce que moi, des fois, c'est ça, comme tu disais tantôt, Ami, j'ai tendance à, tu sais, à gober le narratif puis à pas trop me poser de questions puis juste comme si j'écoutais un film ou une série télé. En soi, c'est le comme si j'écoutais but, de la parce que la fiction. télé-réalité, comme tu es censé, bon, pas forcément
totalement éteindre ton esprit, mais c'est juste censé comme... C'est ça. te Mais ce qui fait que divertir j'ai pas passivement. tant... Je pense pas à ça couramment, mais là, maintenant, je vais... I can never unsee it. Maintenant, je vais regarder toutes les téléréalités. D'ailleurs, ma prochaine téléréalité à laquelle je vais m'attaquer, tu m'en as parlé, c'est Love is Blind, mais Habibi, édition... Habibi, édition Dubaï. édition Moyen-Orient. Je suis terrifiée et très excitée. Je vais écouter ça. Mais merci, Malia, c'est vraiment un sujet super intéressant. Merci à vous, merci de m'avoir invité. On est rendu aux prédictions pour les prochaines semaines. Ben là, j'ai l'impression que de le demander... Là, c'est ça. Là, on fait des prédictions pour le quotidien alors que ça sort le mercredi. Fait que bon, vous le saurez peut-être rendu là, mais on a su dans OD Extra qu'il allait avoir la première maison de l'amour, la première nuit de l'amour. Moi, j'ai des hypothèses. Vas-y donc. Ben, soit ça va être Raph, Catherine, L, qui ont Frenché pour la première fois ce dimanche. Soit ça va être Christina, Alexa, qui... qui ne font que Frencher. Et ça me fascine, ça. C'est des couples que, genre, ils se trouvent beaux et belles, puis c'est ça. Their whole relationship is based on that, en tout cas. Donc, est-ce que ça sera Raph, Catherine, L, Christina, Alexa ou Félix et son chronomètre? Moi, je mise sur Félix. Moi, je pense que ça va être Félix et Catherine F. Tu penses? Ben, moi, c'est. Ben, que au la début, je me prod disais, va... bon, là, tu sais, Alexa, Christina, évidemment. Mais d'après moi, ça va être Félix. Mais en même temps, c'est parce que pourquoi c'est pas encore Solène? Félix. Mais parce que là. Ils viennent juste de partir en voyage. Ben, justement, ils viennent juste de partir en voyage. Puis là, Félix a dit plusieurs fois dans l'épisode de dimanche, mais là, faudrait comme que j'apprenne aussi. J'aille un moment avec Catherine F. Fait que peut-être. Mais tu penses pas que ça sera finalement Maud et Mamadou qu'on ne voit jamais? Peut-être que qui ça vont va faire... être on les voit. Allez-y, les amis, parlez. Parce qu'ils se parlent pas si bien. Peut-être. Tant que ça fait pas un Antoine Alexandra, là, oui, la maison la plus cringe. Moi, je crois en retour de Bilal. Oh! Ça serait malade de retourner un... Mais là, il y a... je veux juste comme mettre un peu de sel sur le... Oui, mais comment je pense pas que ça serait... Je pense que là, il a été brûlé, il y a tellement de personnes qui s'intéressent à lui que ça serait dur. Non, je rêve. Ouais. Tu rêves. Non, mais c'est pas fou, mais ouais. Non, puis là, en fait, on est rendu aussi à... J'avais une autre question. On est rendu à la semaine 6, au moment où on enregistre. Là, il y a encore beaucoup de monde dans les maisons. Pensez-vous qu'ils vont commencer à éliminer de plus en plus vite les candidates? Parce que là, à un moment donné... Ouais, ben tu sais, des fois, il y a comme plus qu'une élimination par semaine. C'est une en plein milieu de la semaine, puis une le dimanche. Je trouve qu'il reste beaucoup de monde pour une semaine 6. Ben non, mais surtout les nouveaux, là. C'est assez rare qu'ils gardent tous les nouveaux. Comme prochain éliminé? Ben, à un moment donné, les nouveaux vont perdre leur immunité, là. OK. Fait qu'à un moment donné, c'est pas mal sûr, c'est eux autres qui vont sauter en premier. Moi, je pense que ça va être Julien. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, là, ce qu'elle a dit. Dans les... Ben, tous les gars vont être refroidis. Vraiment turn off. Puis quand ça va se rendre du côté des filles, je pense que les filles aussi vont trouver ça inacceptable, probablement pour les mêmes raisons que les gars, et non pas parce qu'ils sont Emna et Amélie, mais probablement pour les mêmes raisons que les gars. Puis d'après moi, elle a part cette semaine. Peut-être, mais en même temps, Fanny, il faudrait vraiment qu'elle s'accroche à un nouveau pour pas qu'elle laisse partir. Mais ça se peut que si c'est les gars qui choisissent, ils vont scraper Juliane en premier. Ils l'aiment quand même bien, Fanny. Mais moi, je me demande surtout comment ils vont faire pour que ça devienne pas plate. Si tout le monde commence à se caser semaine 6, alors qu'il reste 6 semaines. On est à la mi-saison. Félix, Solène, Catherine F, c'est comme l'espoir de la prod encore. Oui, que mais là, ce triangle persiste. Faut pas que ça persiste, faut pas que ça perdure, faut qu'on règle ça. Comme là, je me dis dans ma tête, mais oui, mais non, comme faites-les... Laissez-les un peu se démerder, là. Laissez-nous languir un peu avant de régler tous les triangles amoureux. T'sais. Oui, mais Félix, il aime ça quand c'est ordonné. Fait qu'il va régler ça. Je disais sur les commentaires des ficelles qui disaient moi, je pense que si Félix proposait à Catherine F de continuer en polyamour les trois, elle serait game. Je sais comment. Probablement. Avant de passer aux recommandations culturelles, on aimerait remercier nos nouveaux et nouvelles abonnés Patreon de la semaine. Donc, un énorme merci à Evelyne Couturier et Marie-Pierre Valéquette. Oui. Merci beaucoup. Notre événement Patreon aura lieu le 29 octobre 2024. Un mardi soir, on sait, mais on est folle de même. C'est la semaine de l'Halloween. Tous les soirs sont un soir de party. Oui, en mode quiz, karaoké, joie. Donc, on vous attendra, chers abonnés Patreon, avec bonne heure. Thématique déguisée au dé ou pas, costume, on sait pas. Moi, j'exige un costume. Ouais. En fait, moi, je dis que si vous arrivez costumé, vous avez une chance de plus de gagner les petits prix de présence qu'on a. Ah, c'est une bonne affaire. Alors, il n'y a pas trop de temps pour vous abonner, pour vous joindre à nous. Voilà. Recommandations culturelles? Oui, je peux partir le bal. Alors, moi, j'aimerais vous recommander le nouveau special Netflix de Ali Wong, Single Lady. Ali Wong, c'est une humoriste américaine d'origine chinoise et vietnamienne qui en est à son 4e special Netflix quand même. Vous avez peut-être vu les autres, Baby Cobra
et Hard Knock Wife, dans lesquelles elle était enceinte les 2 fois. Oh boy! Et Dawn Wong, le plus récent. Mais là, donc, le 4e Single Lady, c'est son 4e en genre 8 ans. OK? Incroyable, quand même, très productive. Dans Single Lady, elle parle de sa vie de quarantenaire, maintenant divorcée. Elle a un style vraiment cru, elle parle de cul constamment et sans tabou. Je regarde tout ce qu'elle fait, j'aime tout ce qu'elle fait. Bon, je suis pas la plus grande fan de son style rentre-dedans super sexu, particulièrement moi. Mais je trouve ça, évidemment, inspirant de voir une humoriste femme racisée, unapologetic, qui non seulement évolue, mais qui a énormément de succès dans un milieu qui n'était pas du tout destiné ou adapté à elle. En plus, ça détruit en 4 secondes l'image raciste et gossante qu'on nous enfonce dans le fond de la gorge depuis toujours de la femme asiatique docile, discrète, qui se laisse marcher sur les pieds. Ouais. Puis ça, c'est vraiment rafraîchissant. Donc, Ali Wong, Single Lady, sur Netflix. Oh, merci. J'aime beaucoup Ali Wong, vu en que- plus. Vu que j'aille complètement à l'inverse de toi. Vas-y donc. Parce que moi, C'est un homme blanc! Ben oui, parce que j'aimerais ça vous recommander chaudement cette semaine. Et je dis chaudement parce que vraiment, le 2e spectacle d'humour, en fait, de Guillaume Pinault, un humoriste blanc, hétéro, cis, québécois. Que le spectacle s'appelle Vulnérable. Je suis allée voir ça en fin de semaine, puis j'avais pas beaucoup d'attentes. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé son livre « Elle reviendra pas Camille », que je pense que j'ai déjà recommandé ici officiel. Fait que je me disais, écoute, peut-être ça va être bon, tu sais. Mais en fait, c'est très, très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Dans le spectacle, premièrement, il commence d'emblée en disant qu'il va pas parler d'anecdotes de couple. What a refreshing change of pace pour un humoriste blanc, 6-7 hommes, blablabla. Puis, en effet, il raconte plutôt des anecdotes de sa vie en général. D'ailleurs, Gabriel nous avait parlé de code colonne au Farouche cette semaine, puis ça a été utile à la compréhension de mon chum sur une bonne partie du spectacle. C'est un ancien sauveteur. Fait qu'avis aux gens qui sont des anciens sauveteurs, c'est très drôle. Mais en fait, c'est comme un prétexte pour aller vers son cheminement thérapeutique qu'il a entrepris pour s'adresser à ses problèmes d'anxiété. Fait qu'il y a un homme, encore une fois, what a refreshing change of pace, un homme blanc qui va faire de la thérapie et qui en parle à un grand public. C'est drôle, évidemment, on a beaucoup ri, mais c'est aussi vraiment touchant puis inspirant. Puis, ce qui est vraiment le fun pour les ficellos-ficellones qui ne vivent pas à Montréal, vous serez contente d'apprendre que le spectacle tourne, ma foi, partout au Québec. Donc, il y a des dates, écoutez, ça va de Fermont à Rivière-du-Loup, à Trois-Rivières, en passant par Val-d'Or. Voilà, je veux pas faire ça trop souvent, promouvoir des dudes officiels, évidemment, mais je pense que le spectacle de Guillaume Pinault vaut vraiment le détour. Puis je dirais même, gênez-vous pas pour amener vos parents boomers. Il y avait beaucoup de... lui, il disait des têtes blanches, mais c'est vrai, il y avait beaucoup de gens... là, c'était à Valleyfield. Fait que je pense que des fois, les gens ont des abonnements de saison à Valspec, fait qu'ils y vont, mais il y avait des bouts quand même beaucoup plus ouvertement woke, puis les gens, tu sais, il y a personne qui a lancé les tomates, là, puis même moi, j'étais avec des gens plus vieux dans ma famille, puis les gens ont tout aimé ça. Il est rendu un petit peu mainstream, puis il passe des messages, là, vraiment, j'ai tout aimé. J'ai trouvé ça vraiment surprenant. Fait que je vous le recommande. Vulnérable de Guillaume Pinault. Un bel exemple de masculinité saine. Positive. Oui, merci Amélie. Et toi, Malia? Moi, j'ai brûlé ma suggestion culturelle, en fait. Parce que, pour le contexte, j'ai accidentellement regardé, bingé, devrais-je même dire, Love is Blind, Habibi. Accidentellement. Non, mais parce que... Accidentellement, 12 épisodes. Non, mais au départ, je regardais vraiment de façon passive, puis juste les commentaires de mes amis autour de moi me faisaient rire, donc j'ai commencé à lever la tête, puis 2 heures plus tard, moi-même, je faisais les commentaires. Puis, je sais, pour expliquer un peu le concept de Love is Blind, ce sont des personnes, en fait, qui sont dans des sortes de petites boxes et qui apprennent à se connaître, en fait, sans se voir. Et le but est justement que l'amour croisse sans que tu aies ce support visuel qui peut, je sais pas, peut-être corrompre un peu ton jugement de la personne. Puis, donc, vous êtes censé vous aimer juste sur la base de la personnalité, sur la base des affinités, sur la base de valeurs qui sont correspondantes. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt à vous voir, les portes s'ouvrent, tout un moment, comme la silhouette que tu vois déjà de la personne, puis les portes s'ouvrent au ralenti, puis les personnes se voient, pleurent, ou alors sont comme « Ouh, c'est pas tant ce que je voulais ». Puis, c'est juste intéressant, sociologiquement parlant, de voir ça. Puis, il y a aussi l'aspect culturel, en fait, qui est vraiment intéressant parce que j'ai déjà regardé Love is Blind. Je me rappelle plus de la...
Non, il me UK? semble que Et c'était... Mexique J'ai envie de dire aussi? Brésil, je sais Ah. pas. Est-ce que c'était Brésil? Avait-il- Je sais pas. Il y avait J'ai perdu certainement le compte. Mexique. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment les... Tout à l'heure, je parlais de ces dynamiques de dating. Mhm. C'est intéressant de voir les dynamiques de dating selon le prisme culturel, en fait. Parce Mhm. qu'il y a certaines choses qui sont universelles, finalement, et Ouais. puis il y a d'autres choses qui sont vraiment très, très, très marquées suivant la culture, la religion, etc. Bref, tout ça pour dire... Allez voir Love is Love is Blind, Blind. vous allez juste... Peut-être que vous allez regarder le premier épisode du coin de l'œil, mais comme après 8 épisodes, on s'en reparlera. Ah, merci! Hey, c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci beaucoup, Malia. On Merci peut te suivre, beaucoup. j'imagine, sur Urbania, mais est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent, des choses que tu voudrais plugger, comme on dit? D'autres Gémeaux à gagner. Alors, écoute, en ce moment, je suis entre Montréal et les États-Unis de façon très très large, parce que je sillonne en fait les campus universitaires pour juste demander aux étudiants comment est-ce qu'ils vivent cette dernière ligne droite en fait avant Oh, wow! avant les élections. Puis c'est ça, c'est pas tant ce qui m'intéresse, c'est pas tant leur position politique ou comme qu'ils me fassent de longs discours, mais c'est vraiment comment tu te sens. Ouais. Est-ce que tu es Ah, wow. anxieux? Est-ce Mm. que tu es indifférent? Est-ce que tu es cynique? Tu te dis, ah, ça n'a pas changé? Est-ce que... Et même parce que oui, je parlais avec des étudiants locaux qui sont américains, mais ça m'intéresserait aussi d'avoir l'avis des étudiants qui sont en échange, qui sont internationaux, qui sont même québécois, qui viennent étudier là, parce que mine de rien, ça va aussi impacter leur Ah oui. futur sur le territoire. Donc, c'est vraiment ça, juste prendre le pouls de la population étudiante par rapport à ces élections qui s'en viennent, comme comment est-ce qu'on vit ça. Donc c'est ça que j'aurais Ah, puis ton Instagram, plugger. c'est? Malia.kunko, Voilà. tout simplement. Ben, merci. Hey, merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion et les promenades en communauté du lundi soir. Merci au studio chez Denise et Amel, notre technicienne, pour l'accueil toujours impeccable. Merci, Marie-Hélène, la magicienne du montage. Merci, Julien Simard, pour le jingle. Et merci à vous, chers ficelles ficelleunes, d'être si investis dans cette saison d'OD et la saison des ficelles, au point où nous avons désormais un thread Facebook pour les quotidiennes, en plus de celle du thread du dimanche. À la demande générale, vous en aviez besoin de plus. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine! Bye!